Au rez-de-chaussée de cette maison à Toowoomba, la petite Elizabeth Struz, 8 ans, est décédée. Elle est morte sur un matelas pendant que ses parents, Carrie et Jason, dormaient à l'étage. Le couple comparaît devant la Cour suprême de Brisbane pour le deuxième jour d'un procès sans jury, aux côtés de 12 autres personnes accusées d'avoir causé la mort de la jeune fille. Elizabeth Struz est née en 2013 de ses parents, Jason et Carrie Struz. On disait qu'elle était une enfant vive et brillante, voulant devenir médecin plus tard. Elle adorait les roses ainsi que les couleurs roses et violets. Elizabeth avait aussi 7 frères et sœurs. Ses parents s'étaient rencontrés en 1993, puis s'étaient mariés 3 ans plus tard, en 1996. Le couple a ensuite eu 8 enfants ensemble et possédait une maison à Toowoomba, dans le Queensland, en Australie. Au début de leur relation, ils n'étaient pas très religieux, mais tout a changé vers 2004 lorsque Carrie a rencontré le chef de secte religieux Brendan Stevens et sa femme, Loretta, par l'intermédiaire de l'école de leurs enfants. À l'époque, Brendan travaillait au Revival Centers International à Brisbane, mais il allait bientôt quitter cette église. Après cela, il allait diriger son propre groupe religieux depuis chez lui, qui ne comptait que quelques familles et s'appelait les Saints. Les Saints organisaient des réunions 2 à 3 fois par semaine et suivaient leur propre forme de christianisme. Ils croyaient que chaque personne naissait pécheresse et ne serait pas sauvée tant qu'elle n'aurait pas reçu le Saint-Esprit, été baptisée et parlait en langue. Le groupe ne célébrait ni Noël ni Pâques, et leur croyance la plus importante et la plus dangereuse qu'ils partageaient était le pouvoir de guérison de Dieu. Et donc, ils n'autorisaient l'utilisation d'aucun médicament, sauf pour les premiers soins de base. En fait, ils considéraient la médecine moderne comme de la sorcellerie. Ainsi, à mesure que la mère d'Elizabeth, Carrie, se rapprochait de la famille Stevens, elle a également commencé à rejeter tout type de traitement médical. Cependant, son mari Jason n'adhérait absolument pas à cette religion et il a insisté pour que leurs enfants naissent au moins à l'hôpital et soient vaccinés. Bientôt, les croyances contradictoires du couple ont commencé à provoquer des tensions au sein du foyer. Et pendant un certain temps, Jason s'est installé dans le garage pour échapper à cette tension. À cette époque, il travaillait l'après-midi et la nuit en boulangerie. Quand il ne travaillait pas, il occupait son temps avec des activités comme le golf pour éviter d'être à la maison. Puis, en juillet 2019, la petite Elizabeth, âgée de 6 ans, est soudainement tombée gravement malade. Elle avait très peu d'énergie, semblait de plus en plus fatiguée et consommait maintenant de grandes quantités de liquide. Elle avait aussi des épisodes d'incontinence à la maison et à l'école, ce qui était très inhabituel pour elle. À ce stade, la plupart des parents auraient consulté un médecin. Mais comme les convictions religieuses de sa mère, Carrie, l'en empêchaient, rien n'a été fait pour la jeune fille. Carrie était totalement convaincue que Dieu guérirait sa fille. Alors, la mère a simplement commencé à envoyer Elizabeth à l'école en couche, à prier et à consulter son guide religieux, Brendan Stevens. Entre-temps, l'état d'Elizabeth n'a fait qu'empirer et, le 15 juillet 2019, elle avait du mal à tenir debout et continuait à dormir et à boire de façon excessive. Le lendemain, le père d'Elizabeth, Jason, qui n'était pas souvent à la maison à cause du travail, a remarqué que sa fille avait perdu beaucoup de poids. À ce moment-là, il a envisagé d'emmener la jeune fille à l'hôpital, mais a finalement décidé de ne pas le faire, craignant que son mariage ne s'effondre s'il le faisait. La solution de la mère d'Elizabeth face à la situation a été de continuer à envoyer des messages à Brendan. Carrie lui a écrit « Jason a failli emmener Elizabeth à l'hôpital. Il est déchiré. Nous déclarons simplement Dieu. » Des moments excitants. Brendan lui a alors répondu « Excellente nouvelle, Carrie. Nous sommes tellement heureux pour vous et pour la puissance et l'amour de notre Dieu. Amen. » Mais dès le lendemain matin, le 17 juillet, Jason a trouvé leur fille de 6 ans inconsciente. Il l'a alors enveloppée dans une couverture et l'a emmenée en urgence à l'hôpital le plus proche. À leur arrivée, l'état d'Elizabeth était déjà si grave que les médecins pensaient qu'elle était morte. Elle était très pâle, maigre et inerte. Mais Elizabeth était encore en vie et elle était tombée dans le coma. Selon les médecins, elle n'était qu'à quelques minutes de la mort. Un médecin a dit qu'elle était l'enfant la plus gravement malade qu'il ait vue en 20 ans de pratique. Au même moment, la mère délirante d'Elizabeth, Carrie, qui était toujours à la maison, envoyait des messages à Brendan en disant « Jason l'emmène, je déclare Dieu jusqu'à la dernière minute. Elle se relèvera avant qu'il n'arrive. Dieu ne peut pas échouer. » Brendan a répondu «
Dieu triomphera. Nous prions et chantons des louanges à Dieu pour toi. Nous verrons sa gloire, Carrie. Carrie a envoyé un autre message et a dit « J'imagine Elizabeth assise bien droite dans la voiture avec Jason qui secoue la tête, incrédule. » Mais en réalité, Elizabeth passerait plus d'une semaine à l'hôpital à se remettre de ce que les médecins ont découvert être le début d'une acidocétose diabétique. On lui a diagnostiqué un diabète de type 1, et alors qu'elle se remettait à l'hôpital, sa mère Carrie a refusé de rendre visite à sa fille ou de participer à son traitement. C'est donc son père qui a été informé par un médecin au sujet de son diabète. On a dit à Jason qu'Elizabeth aurait besoin d'injections quotidiennes d'insuline pour le reste de sa vie, sinon elle pourrait mourir. Il a bien compris que si la maladie de sa fille n'était pas traitée, elle serait fatale. Le pédiatre de la petite fille a également déclaré au service de protection de l'enfance après cet incident qu'Elizabeth n'était absolument pas en sécurité sous la garde de sa mère, Carrie. Après l'hospitalisation d'Elizabeth, ses deux parents ont été reconnus coupables de ne pas lui avoir fourni les nécessités de la vie. Comme Jason avait été celui qui avait finalement emmené leur fille à l'hôpital et qu'il avait témoigné contre sa femme Carrie, il n'a écopé que d'une peine de 6 mois avec sursis. La mère d'Elizabeth, cependant, a été condamnée à une peine de 18 mois, dont elle n'a purgé que 5 mois. Ainsi, pendant la courte période où elle a été incarcérée, Jason est devenu le seul responsable d'Elizabeth et de ses frères et sœurs, ce qui signifiait qu'il devait aussi emmener Elizabeth à ses rendez-vous médicaux, qui avaient lieu tous les 3 mois, et s'assurer qu'elle recevait ses injections quotidiennes d'insuline. Et le père semblait le faire à chaque fois, sans faute. Puis, en décembre 2021, la mère d'Elizabeth, Carrie, a été libérée de prison. Et alors qu'elle avait initialement prévu de quitter le père de la fille, Jason, Carrie avait récemment découvert qu'il avait finalement rejoint son église. Il était aussi devenu beaucoup plus calme et pour elle, il était pratiquement une nouvelle personne. Alors, elle a décidé de rester. Selon Jason, il avait fait une dépression nerveuse après que sa femme soit partie en prison. Il avait donc cherché du soutien auprès des membres de la secte des saints. L'Église l'avait également accueilli à bras ouverts, car ils considéraient la conversion de quelqu'un qui avait autrefois nié leurs enseignements comme une sorte de miracle et la preuve que Dieu avait guéri Jason de sa colère. Et ils savaient qu'il était très vulnérable à ce moment-là, donc une cible plus facile. C'est en août 2021 que Jason a été baptisé en tant que membre des saints. Moins d'un mois après la libération de Carrie, le 2 janvier 2022, Jason, tout juste converti, a déclaré lors d'une réunion d'église que Dieu avait guéri sa fille Elizabeth de son diabète. La veille, elle avait reçu de l'insuline. Et puis, le lendemain matin, les niveaux de glucose d'Elizabeth étaient encore tellement normaux que son père était convaincu que Dieu était intervenu. Ainsi, il a dit à sa fille que ce serait sa dernière injection et qu'elle pouvait maintenant ranger son lecteur de glycémie puisqu'elle n'en aurait plus besoin. Mais presque immédiatement après que Jason ait fait cette annonce aux membres de l'Église, la santé d'Elizabeth a commencé à se détériorer. Le groupe, cependant, continuait de croire que Dieu avait effectivement guéri Elizabeth de son diabète et qu'elle commencerait bientôt à aller mieux. Ils ont alors commencé à se relayer au cours des jours suivants pour surveiller son état alors qu'elle se détériorait. Ils étaient assis au chevet d'Elizabeth, priant, chantant des chansons et demandant à Dieu de guérir la petite fille. Le chef du groupe, Brendan, disait à ses parents « Ce n'est qu'une petite épreuve pour prouver que vous êtes tous vraiment fidèles à notre Dieu fidèle. » Même lorsque la fillette de 8 ans devenait de plus en plus faible et continuait à vomir, Brendan rassurait simplement sa famille et les autres membres de l'Église en leur disant que Dieu interviendrait et la sauverait. Mais au cours de la nuit du 6 janvier, Elizabeth a cessé de respirer. Pourtant, ses parents et les autres membres se sont tout de même rassemblés autour de son lit, chantant des cantiques et priant pour que Dieu la ressuscite d'entre les morts. Un message texte retrouvé plus tard entre 2 membres du groupe disait « Elizabeth ne semble pas respirer apparemment, mais nous verrons une victoire très bientôt. Dieu peut tout faire. » Ce n'est qu'au bout de près de 36 heures que le père de la petite fille a finalement décidé d'appeler les services d'urgence. Jason a dit aux autres qu'il ne pouvait pas laisser un cadavre dans la maison, même si Dieu allait quand même la ressusciter. Un membre de l'Église a déclaré plus tard que la raison pour laquelle les services d'urgence avaient finalement été appelés était pour que plus de gens voient le corps d'Elizabeth et soient émerveillés lorsqu'elle ressusciterait.
Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé une vingtaine de personnes dans la cour devant la maison, en train de danser, chanter et prier. Une personne jouait même de la guitare. À l'intérieur de la maison, les agents ont découvert Elizabeth, âgée de 8 ans, allongée sur le dos sur un matelas posé au sol, les mains jointes sur la poitrine. Il y avait également des affiches manuscrites accrochées dans la maison qui disaient « Elle ne fait que dormir, et Dieu guérira Elizabeth quoi qu'il arrive ». Personne n'a dit « elle est morte ». C'était plutôt « elle dort maintenant parce que nous croyons que ce n'est qu'un sommeil ». Et à un moment donné, Dieu la ressuscitera dans cette vie parce que c'est une promesse. Et ensuite, il reviendra à nouveau. Donc personne n'a vraiment officiellement dit qu'elle était morte parce que... Lorsqu'une autopsie a été réalisée plus tard, le pathologiste a découvert que la fillette de 8 ans avait perdu 6 kilos, soit près de 13 livres, depuis sa dernière visite chez le médecin. Novembre 2021. La cause de son décès a été confirmée comme étant une acidocétose diabétique, ce qui a entraîné des lésions aux organes et au cerveau. Le père d'Elizabeth a parlé aux autorités et leur a dit que rien, cette fois-ci, ne le pousserait à emmener sa fille à l'hôpital comme la dernière fois, car cela détruirait ce en quoi il croyait. Il avait pris la décision, le 1er janvier, qu'il ne pouvait plus être à moitié engagé dans sa religion, c'est pourquoi il a décidé d'arrêter de donner de l'insuline à Elizabeth. Jason a également dit à un officier que même s'il ne sautait pas de joie à propos de la mort de sa fille, il était en paix. Il a dit « Je ne ressens aucun regret. Je me sens heureuse parce que maintenant elle est en paix. Et moi aussi. Elle n'est plus dépendante de moi pour vivre maintenant. Je ne suis plus piégée par le diabète non plus, ce qui est tellement égoïste de ma part. » J'étais là et nous avons juste prié et attendu que Dieu la réveille. Alors, y a-t-il une raison pour laquelle on ne nous a pas appelés hier ? Nous espérions que Dieu la ramène. Qu'est-ce qui se passait d'après toi ? Oh, elle allait avoir la vie facile. Dieu allait nous sauver, donc on ne s'inquiétait pas de l'endroit où elle irait. Oui. Dieu la sauverait et nous devions mettre notre confiance en lui et c'est ce qu'elle voulait. Je pense qu'une fillette de 8 ans peut prendre cette décision. C'était une petite fille très forte. Et c'est ce qu'elle voulait. Étant donné qu'elle nous a quittés, as-tu des regrets ? Pas un seul. Et parle-moi d'eux. Es-tu heureux pour elle ? J'ai vu ce que tu as traversé. Elle a détesté ça. Ça ne marche pas. J'ai fait ça aussi pour plus d'ambiance. Le faisant passer pour un père encore plus nul, si c'est possible, Jason avait été contacté et informé que le corps d'Elizabeth pouvait maintenant être remis à la famille pour des funérailles et l'enterrement. Mais il a déclaré qu'il ne croyait pas aux funérailles. Il a dit qu'Elizabeth était maintenant avec Dieu et qu'il n'enterrerait pas un sac d'os. On a découvert que Carrie avait été libérée de prison seulement quelques semaines avant la mort de sa fille. Elle a dit à son agent de probation qu'elle refuserait à nouveau un traitement médical à Elizabeth si elle en avait le choix. Les services de protection de l'enfance auraient alors dû enquêter et retirer Elizabeth de sa garde. Finalement, Jason, Kerry et 12 autres membres des Saints ont été arrêtés et inculpés en lien avec la mort d'Elizabeth. Peu après 6 heures du matin, la police a perquisitionné une maison à Toowoomba. J'ai un mandat qui a été délivré en vertu de la loi sur les pouvoirs et responsabilités de la police pour fouiller cette habitation. Arrêtant 12 personnes, 5 hommes et 7 femmes, âgés de 19 à 65 ans. Il voit maintenant le reste de l'affaire. Les 12 personnes arrêtées aujourd'hui étaient toutes au courant de l'état de l'enfant, étaient présentes pendant ces 6 jours à l'adresse de Rangeville et n'ont pris aucune mesure pour fournir une assistance médicale à l'enfant. Cela comprenait également le frère aîné d'Elizabeth, Zachary Struz, âgé de 22 ans. Jason Struz et Brendan Stevens étaient les seuls à être inculpés de meurtre par indifférence téméraire. Les autres membres du groupe ont été inculpés d'homicide involontaire. Pensez-vous qu'en tant que parent d'Elizabeth, c'était à vous, ce n'est pas de votre responsabilité de prendre la décision de la maintenir en vie ? Dieu est celui qui donne la vie et la mort. Alors pourquoi devrais-je m'interposer ? De ce qui doit arriver ensuite ?
Malgré le fait qu'Elizabeth soit morte parce que sa famille n'a pas pu demander d'aide médicale à cause de leur religion, pas un seul membre du groupe n'a pu citer un verset des Écritures qui disait spécifiquement que les médecins ou la médecine étaient formellement interdits. Au début de l'année 2025, les 14 adultes comparaîtraient tous devant le tribunal. Au tribunal, la procureure de la Couronne a déclaré que la mort d'Elizabeth était entièrement évitable et qu'elle ne reviendrait pas d'entre les morts. Cela a provoqué des rires chez les accusés, car apparemment, ils pensaient encore à ce stade qu'elle pourrait peut-être revenir. Au cours des premiers jours du procès, cette tendance s'est maintenue chez les membres des saints, qui gloussaient, riaient et se moquaient alors que des preuves étaient présentées contre eux. Certaines ont même essayé de faire valoir qu'Elizabeth dormait simplement. Invité à faire une déclaration liminaire, le chef du groupe religieux, Brendan Stevens, a pris la parole au nom du groupe qui se représentait lui-même. Il a affirmé devant le tribunal voir ce procès comme une persécution religieuse. Mais si ce groupe d'adultes ayant tué Elizabeth n'apparaissait pas déjà clairement comme une secte manipulatrice, plusieurs membres de la famille témoigneraient aussi devant le tribunal. Beaucoup d'entre eux se souvenèrent de la façon dont leurs proches leur avaient été enlevés par la secte et convaincus que le groupe les aimait plus que leur véritable famille. Quand des membres de leur famille les suppliaient de quitter la secte, ils coupaient alors les ponts avec eux. Jade Struz, la sœur aînée d'Elizabeth, prendrait la parole au tribunal et dirait qu'elle avait fui sa famille et les saints en septembre 2014 lorsqu'il n'avait pas accepté sa sexualité. Jade a dit qu'on lui avait appris qu'il n'était pas acceptable d'être homosexuel par le chef du groupe et qu'il avait tenté de la convaincre de renoncer à sa sexualité pendant des heures et des heures. À la fin du procès, Brendan Stevens et le père d'Elizabeth, Jason, ont été reconnus coupables d'homicide involontaire, bien qu'ils aient d'abord été accusés de meurtre par indifférence téméraire. Les 12 autres membres des saints ont également été reconnus coupables des accusations d'homicide involontaire portées contre eux. À l'audience de détermination de la peine, la juge a dit « Vous avez pris la vie d'une enfant pleine de vie et heureuse qui aurait dû vivre pleinement sa vie. Sa mort était et reste profondément troublante, ne serait-ce que parce qu'elle était totalement et facilement évitable. Chacune d'entre vous s'est livrée à une sorte de pari spirituel sur la vie de cet enfant, une enfant que vous disiez aimer. L'arrogance de votre conviction à cet égard était et reste déconcertante. » Les parents d'Elizabeth, Jason et Carrie Struz, ont été condamnés à 14 ans de prison. Le chef de la secte, Brendan Stevens, a écopé de 9 ans et sa femme Loretta a également été condamnée à 9 ans. Le frère aîné d'Elizabeth, Zachary, a écopé de 6 ans de prison et le reste des membres a reçu 7 ans chacun. Cela fait 3 longues et difficiles années. Pas un instant ne s'est écoulé sans que je pense à ma petite sœur Elizabeth. Je pense que le tribunal a pris la bonne décision et je suis soulagée que les responsables aient été reconnus coupables de leurs actes. Je dois reconnaître que le système n'a pas su protéger Elizabeth dès le départ. Nous sommes ici aujourd'hui uniquement parce qu'on n'a pas fait plus tôt ce qu'il fallait pour la protéger ou la retirer d'une situation extrêmement dangereuse dans sa propre maison. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Elizabeth. Cette affaire est incroyablement frustrante. Non seulement ses membres de l'Église refusaient à cette petite fille les médicaments dont elle avait besoin, mais même lorsque sa vie ne tenait plus qu'à un fil, ils refusaient toujours d'admettre qu'ils avaient tort et de lui apporter la moindre aide médicale. Au lieu de cela, ils ont prié, chanté et psalmodié pendant les 3 jours suivants, tandis qu'Elizabeth restait là, manifestement, à ce stade, au-delà de toute aide possible. C'est tellement déchirant et effrayant de penser que des gens peuvent être à ce point endoctrinés qu'ils ne feront même rien pour sauver la vie de leur propre enfant. Un tout petit bébé de 2 mois a été amené aux urgences. Les médecins ont immédiatement remarqué que le bébé n'avait pas seulement une blessure ou une maladie mineure. Quelqu'un avait fait du mal à cette petite fille intentionnellement. Et maintenant, elle se battait pour sa vie. Jasmine Rose Robin est née le 30 avril 2018 à Houston, au Texas. Elle est née 11 semaines trop tôt, à seulement 29 semaines de grossesse. Ses parents s'appellent Jason Robin Jr., qui avait 24 ans à l'époque, et Catherine White, qui avait 21 ans. Jasmine avait 2 frères et sœurs et était l'enfant du milieu.
Jasmine ne pesait que 1,3 kg à la naissance, alors elle a passé les 2 premiers mois de sa vie dans l'unité de soins intensifs néonatale. Jasmine a finalement quitté l'hôpital et a été confiée aux soins de ses parents le 3 juillet 2018. Je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup sur Jasmine, parce que Jasmine n'aurait jamais la chance d'avoir une personnalité drôle, douce, empathique ou pétillante. Elle n'aurait pas la chance d'aimer la couleur violette, ou que les Oreos soient son biscuit préféré, ou de regarder la Reine des Neiges tellement de fois qu'elle se croirait Elsa. Jasmine n'a pas eu une vie assez longue pour tout cela. Les parents de Jasmine étaient loin d'être des parents idéaux. Catherine et Jason s'étaient rencontrés 3 ans plus tôt, en 2015, et ils s'étaient fiancés peu de temps avant la naissance de Jasmine. À leur première rencontre, la grand-mère de Catherine a tenté d'éloigner Catherine de Jason. Elle savait qu'il avait non seulement un problème de dépendance à la drogue, mais aussi un long casier judiciaire, comprenant des condamnations pour vol, fuite devant la police et possession de stupéfiants avec circonstances aggravantes. Mais bien sûr, Catherine n'a pas écouté et ils ont rapidement emménagé ensemble. Jason avait déjà eu affaire au service de protection de l'enfance depuis l'âge de 13 ans. C'était un adolescent en difficulté et il y avait eu des accusations contre lui selon lesquelles il maltraitait sa famille, ce qui l'a conduit en centre de détention pour mineurs. Ainsi, les 2 parents faisaient l'objet d'enquêtes ouvertes par les services de protection de l'enfance au moment de la naissance de Jasmine, car ils avaient également un fils aîné. Et en mars 2018, la police a reçu un appel anonyme accusant Jason de frapper et de donner des coups de pied au fils du couple, qui avait alors 2 ans. Et cet appelant anonyme avait également allégué que Catherine avait pincé le petit garçon sous sa chemise. La source a indiqué que le garçon présentait des ecchymoses sur le ventre, les bras, les jambes et les fesses. Les services de protection de l'enfance n'ont pas donné suite à ces allégations, n'ayant pas localisé Jason et Catherine. Le rapport officiel des services de protection de l'enfance indique « Aucun des parents de l'enfant n'a coopéré avec l'enquêteur des services de protection de l'enfance, ni informé l'enquêteur de leur nouvelle adresse. » Durant la période où les services de protection de l'enfance n'ont pas pu localiser la famille, Jason a eu au moins un démêlé avec la justice. Il a en fait été arrêté et inculpé pour tentative d'échapper à son arrestation en avril 2018. Seulement 1 semaine plus tard, Jasmine est née. Comme je l'ai dit, Jasmine a été ramenée à la maison par ses parents le 3 juillet 2018. Mais seulement 11 jours plus tard, il la ramenait à l'hôpital, mais cette fois aux urgences. Catherine et Jason ont amené Jasmine à l'hôpital Pearland Memorial Hermann. Ils ont dit aux médecins que le bébé avait des convulsions. Mais les médecins ont remarqué que Jasmine souffrait d'un traumatisme crânien grave. Ils ont également remarqué qu'elle avait des os cassés, des marques de morsure, des ecchymoses autour des yeux, et ils ont découvert plus tard une hémorragie cérébrale. La police a été appelée. Le lendemain, Jasmine a passé des scanners pour contrôler son activité cérébrale. Malheureusement, après de nombreux tests, ils ont tous donné le même résultat. Il n'y avait aucune activité cérébrale. Jasmine Rose, Robin est décédée le 15 juillet 2018 et elle n'avait pas encore 11 semaines. Pour une raison quelconque, les policiers de Houston n'ont pas arrêté Catherine ni Jason ce jour-là, même si les signes de maltraitance sur le corps de la petite Jasmine étaient très évidents. Cependant, ils ont lancé une enquête et à l'hôpital, ont brièvement parlé au couple. Jason a déclaré que la nuit précédant la mort de Jasmine, il s'était levé à 2 heures pour donner un biberon au bébé. Au début, elle a refusé, mais elle a fini par prendre le biberon. Mais il a dit qu'après quelques minutes, la petite Jasmine est devenue toute molle. Jason affirme qu'en remarquant cela, il a aussitôt pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire sur Jasmine. Il a dit qu'elle semblait normale après cela. Et il a aussi dit qu'elle s'est endormie paisiblement et plus rapidement qu'il ne l'avait jamais vue. Oui, sûrement car elle avait déjà des lésions cérébrales. Ils l'ont emmenée à l'hôpital après qu'elle a refusé 2 tétés et ne se comportait pas normalement. Ils ont aussi déclaré qu'une semaine avant la mort de Jasmine, ils avaient dû lui faire un massage cardiaque. Apparemment, Jasmine avait commencé à s'étouffer avec son biberon et à cesser de respirer. Après un massage cardiaque, elle a repris connaissance, mais ils ne l'ont pas conduite à l'hôpital. Ils craignaient que la protection de l'enfance la prenne s'ils agissaient ainsi. 9 mois après la mort de Jasmine, ses 2 parents étaient toujours libres et continuaient leur vie. Et Jason a publié un message sur Facebook. Il a écrit « Hier, c'était l'anniversaire de notre fille à Catherine et moi, Jasmine. Et oui, elle aurait eu 1 an. Dieu dans les cieux avait besoin qu'elle rentre à la maison car elle avait accompli sa mission et c'était son moment.
elle avait 2 mois. Quelle était sa mission à 2 mois qu'elle avait déjà accomplie? Il a poursuivi en disant « Aujourd'hui a vraiment été la journée la plus difficile à traverser sans avoir envie de me mettre en position fétale et de fondre en larmes. C'était déjà assez difficile pour que je sois resté presque silencieux toute la journée. Papa t'aime et tu lui manques tellement, Jasmine Rose Robin. » Lorsque l'autopsie de Jasmine a finalement été réalisée, il est devenu encore plus évident que ce qui lui avait été fait était intentionnel. Le rapport d'autopsie final n'a été terminé qu'en mai 2019. Dans ce rapport, il était indiqué que la petite Jasmine avait une fracture du crâne, 9 contusions sur le torse, des côtes cassées et divers traumatismes aux bras et aux jambes. Elle avait 96 fractures au total, dont 71 aux côtes, et 23 étaient des fractures des os longs. Elle avait également des hémorragies rétiniennes, ainsi que des saignements cérébraux anciens et récents. Le rapport a également noté que le cerveau de Jasmine était fortement liquéfié. Donc, environ 1 mois après la publication du rapport d'autopsie finale et près d'1 an après la mort de Jasmine, ses parents ont finalement été arrêtés. Le 24 juin 2019, Jason Robin Jr. a été arrêté et inculpé de meurtre. Catherine White a été arrêtée le lendemain matin, le 25 juin, et elle a été inculpée de blessures sur un enfant par omission. Jason restait détenu à la prison du comté de Harris, tandis que Catherine, ayant payé sa caution, était libre. Les procureurs qui avaient reçu le rapport d'autopsie finale de Jasmine pensaient que Jason avait tué sa fille nouveau-née en la frappant avec un objet contondant, ainsi qu'éventuellement avec sa main, et qu'il l'avait secouée. La procureure Kim Hogg a fait une déclaration après l'arrestation du couple, disant que les preuves montrent que la petite Jasmine a été victime des personnes mêmes qui étaient censées la protéger le plus dans ce monde. Après une enquête approfondie, nous avons porté des accusations et chercherons justice pour Jasmine. La famille de Catherine White a nié son implication dans ce crime horrible. Elle a eu 3 enfants. L'un est en famille d'accueil, un autre avec la famille. Le 3e est décédé. Catherine White s'est présentée devant un juge pour la première fois, une mère accusée. Elle est inculpée de blessures sur un enfant par omission. Son petit ami Jason Robin est inculpé de meurtre. Une autopsie a révélé que leur fille de 10 semaines, Jasmine, première-née prématurée, a subi 96 fractures, y compris une fracture du crâne, au cours de sa courte vie. Un juge a fixé une caution de $5 000. Jason n'a pas encore comparu. Tous deux ont été arrêtés au cours des 24 dernières heures, la famille de la mère assurant que Catherine n'était pas impliquée. Ma petite fille me manque énormément et je veux vraiment que justice soit faite pour elle. Je pense que les accusations contre ma fille portent sur quelque chose qu'elle n'a pas fait ni auquel elle a participé. Au tribunal, la possibilité pour la jeune femme de 21 ans d'avoir des contacts avec les 2 autres enfants du couple a été discutée. L'un est placé en famille d'accueil, l'autre chez les parents de Jason. Dans une déclaration à Eyewitness News, ils ont écrit « Ils avaient tous 2 un tempérament violent, mais nous n'aurions jamais cru que cela arriverait. Nous avons perdu un bel ange, un petit-fils, qui s'est battu pour rentrer, mais le système l'a emporté. Je suis tellement heureuse que nous ayons ma petite-fille, JC, qui est aimée et chérie chaque jour. » Le juge de ce soir a renvoyé la question de l'absence de contact à un juge du tribunal de district. Les parents restent en prison. Jason a tenté de convaincre la police que les ecchymoses et les fractures des côtes de Jasmine résultaient de ses efforts pour lui faire un massage cardiaque. Au cours de cet interrogatoire avec la police, Jason a admis que sa colère pouvait parfois être incontrôlable. Il a dit qu'une des choses qui déclenchèrent cette rage étaient les pleurs de Jasmine, car cela lui faisait, je cite, « bourdonner les oreilles jusqu'au jugement dernier ». Et cela atteignait ses points de colère, comme il l'a dit. Parfois, il disait que sa colère prenait le dessus et qu'il claquait une porte ou frappait l'herbe. Oui, j'ai bien dit l'herbe, pas le verre. Je sais que c'est un peu bizarre. J'aurais pensé à un mur ou à du verre, mais il frappait de l'herbe. Bref, Jason leur a dit que, pour essayer de contrôler sa colère, il lisait des livres de psychologie et qu'il n'avait jamais voulu frapper Jasmine de toute façon parce qu'elle était trop belle, selon lui. Jason a également dû passer un test de dépistage de drogue ordonné par le tribunal lorsqu'il a été arrêté et il a été testé positif aux méthamphétamines, à la cocaïne et au cannabis. Un rapport des services de protection de l'enfance indique que les 2 parents ont admis avoir déjà consommé de la drogue. Lorsque les agents ont interrogé Catherine sur la mort de Jasmine, elle a tenté d'attribuer l'hémorragie cérébrale de Jasmine au personnel de l'hôpital
ayant pratiqué la réanimation à son arrivée. Oui, hein. Plus tard, elle a dit aux autorités qu'une femme qui vivait dans l'immeuble du couple était responsable des blessures de Jasmine. D'une manière ou d'une autre. Au moment du décès de Jasmine, Jason et Catherine hébergeaient un ami de la famille. Lors de son témoignage à la police, il a déclaré avoir vu du sang sur le transat de Jasmine. Catherine lui avait demandé de déplacer le transat de Jasmine avec toutes ses autres affaires parce que si elle rentrait de l'hôpital et que tout était là, elle serait tellement triste. Elle a également dit à l'ami de la famille que le sang qu'il avait vu sur le transat venait simplement de la langue du bébé Jasmine. Mais l'ami a affirmé qu'il y avait trop de sang pour que cela vienne uniquement de la langue de Jasmine. Cet ami a aussi déclaré à la police avoir tenté de convaincre Catherine et Jason d'emmener la petite Jasmine aux urgences près d'une semaine avant qu'ils ne le fassent. L'ami a raconté aux enquêteurs que le bébé Jasmine avait eu une crise d'étouffement et de toux et qu'elle avait cessé de respirer. Mais comme Jason l'avait déjà dit, il avait pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire au bébé Jasmine et avait réussi à la réanimer. Lorsque l'ami de la famille qui séjournait chez eux a suggéré qu'ils emmènent le bébé à l'hôpital, Catherine a répondu qu'elle était trop fatiguée et qu'elle avait besoin de faire une sieste à la place. Les bases de la parentalité. Reposez-vous avant d'emmener votre enfant à l'hôpital. Il y avait aussi une pédiatre qui avait vu Jasmine quelques jours seulement avant sa mort, le 10 juillet 2018. Elle avait remarqué des ecchymoses autour des yeux du nouveau-né et avait suggéré à Jason et Catherine de l'emmener aux urgences. Mais elle a dit qu'ils ne semblaient pas intéressés. Les grands-parents de Jasmine, Jason Robins Sr. et Micah Robin, adoraient leur nouvelle petite fille et allaient lui rendre visite chaque week-end lorsqu'elle était en unité de soins intensifs néonatales. Robin Sr. a pris des tonnes de photos et de vidéos et Micah avait hâte de tenir sa nouvelle petite fille dans ses bras. Mais malheureusement, elle n'en a jamais eu l'occasion. Après la sortie de Jasmine de Lucine, Micah dit qu'elle appelait Catherine tous les jours pour prendre des nouvelles du bébé. Micah voulait vraiment la voir, mais elle disait que sa famille déménageait sans arrêt. Seulement quelques jours après que Jasmine ait été ramenée à la maison, Jason Sr. et Micah ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas lors d'un appel vidéo FaceTime. Ils ont remarqué que la petite Jasmine avait 2 yeux au beurre noir et la tête enflée. Ils étaient indignés que ce nouveau-né soit blessé. Ils ont tenté d'appeler Jason Jr. et Catherine sur leur portable, mais ceux-ci ont ignoré les appels, les envoyant directement sur la messagerie vocale. Micah affirme avoir signalé les mauvais traitements présumés, mais que la protection de l'enfance n'a pas réagi assez vite. Ce n'est qu'après la mort de Jasmine que les services de protection de l'enfance ont enfin enquêté. Enquêtant sur le dossier qui avait été ouvert concernant son grand frère avant même sa naissance. Les grands-parents de Jasmine, Micah et Jason Sr. estiment que la protection de l'enfance doit adopter de nouveaux protocoles, le système actuel étant inefficace. La mère de Jason Jr., Micah, ne croit pas que son fils ait quoi que ce soit à voir avec la mort de Jasmine. Micah dirait « L'a-t-il blessé? C'est possible, mais l'a-t-il tué? Je n'y crois pas. » Mais vous pensez qu'il aurait pu lui faire du mal? En quoi est-ce logique? Il aurait pu lui faire du mal, mais il ne l'a pas tué. Tu sais bien que s'il lui a fait suffisamment de mal, ça aurait pu la tuer, ce qui est arrivé donc. Elle dit que c'est parce qu'il est le seul à avoir jamais montré de la compassion envers les enfants. Mais peu importe qui est responsable, Jason Sr. dit qu'il veut justice pour sa petite fille, même si cela signifie que son fils doit être puni pour ça. Jason Sr. dit, s'il l'a fait ou si elle l'a fait, même s'ils appliquèrent la peine de mort, ça ne me ferait rien. J'aime mon fils, mais il m'a enlevé ce petit être que je n'ai jamais eu la chance d'aimer. En fait, le 4 septembre 2019, un grand jury du comté de Harris a requalifié les chefs d'accusation en meurtre. Jason faisait maintenant face à une accusation de meurtre passible de la peine de mort et Catherine à une accusation de meurtre. Jason est resté en prison et Catherine a été libérée sous caution de $1000. L'arrière-grand-mère de Jasmine, Virginia White, la mère de Catherine, a déclaré que la situation était déchirante et que tout ce que la petite Jasmine avait enduré était horrible. Mais elle a défendu sa fille Catherine, affirmant qu'elle n'était pas à la maison quand Jasmine a été blessée. Elle affirme que quelqu'un doit répondre de la mort du bébé, mais ne pense pas que Catherine en soit responsable. En juin 2023, Jason Robin Jr., qui avait alors 28 ans, a été condamné à 45 ans de prison après avoir plaidé coupable de meurtre,
pour son implication dans la mort de la petite Jasmine. Le procès de Catherine n'a pas encore eu lieu. Mais dans le cadre de son accord de plaidoyer, Jason doit témoigner contre elle lorsque son procès aura lieu. Il ne peut pas faire appel et doit purger au moins la moitié de sa peine avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Les parents de Jason Jr., Micah, et Jason Sr. s'occupent maintenant de la plus jeune fille du couple. Elle est née en avril 2019, quelques semaines seulement avant ce qui aurait été le premier anniversaire de Jasmine. Comme Jasmine, elle était née prématurée et avait passé du temps à l'unité de soins intensifs néonatales. Mais contrairement à Jasmine, ce nouveau bébé n'a pas été autorisé à rentrer chez elle avec ses parents en raison des accusations en cours contre eux. Ses parents ont en fait été arrêtés 2 mois après sa naissance. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, les parents de Jason Jr. tentaient d'adopter la petite fille. Ils gardent toujours la petite Jasmine dans leur cœur et ont conservé la couverture lavande ornée de papillons violets, verts et bleus dans laquelle elle est décédée. Ils ont aussi 2 colliers en argent qui contiennent les cendres de Jasmine. Une inscription sur le pendentif en forme de cœur de Micah dit « Dieu t'a dans ses bras. Moi, je t'ai dans mon cœur. » Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Jasmine aujourd'hui. La petite Jasmine n'a eu d'autre choix que de se battre pour sa vie dès le tout début. Et son pauvre petit corps a perdu la bataille. Elle n'aurait jamais dû traverser ce qu'elle a vécu. Et le pire, c'est qu'elle a été tuée parce qu'elle pleurait ou simplement parce qu'elle était un bébé. Elle peut se préparer à le lire. Mandat de perquisition rendu public. On évoque des entraves, le confinement dans une douche et la douleur physique subie par Adrian Jones dans cette maison de Kaseka avec son père Mike et sa belle-mère Heather. Adrian Jones est né le 15 mai 2008 de son père Michael Jones et de sa mère Diana Pierce. C'était un garçon adorable au sourire incroyable qui rêvait de devenir joueur de football américain. Adrian aimait aussi jouer avec ses nombreux frères et sœurs. Après sa naissance, Adrian a vécu avec sa mère, son père et ses frères et sœurs à Lawrence, au Kansas. Quand il était tout petit, sa famille l'a déménagé à Topeka, Kansas, à une demi-heure de là, après que son père y ait ouvert une entreprise de cautionnement judiciaire. Du moins, c'est la raison pour laquelle Michael a dit que la famille avait déménagé. Cependant, il est plus probable qu'il voulait se rapprocher de la femme avec qui il trompait Diana, alors enceinte, une femme qu'il épouserait plus tard et qui s'appelait Heather Jones. Peu de temps après que la famille ait déménagé à Topeka, Michael a rompu définitivement avec Diana par message texte. Elle a alors gardé la garde d'Adrian et de ses frères et sœurs, mais la mère est vite devenue très déprimée. Avant que Michael ne la quitte, elle faisait des études d'infirmière pour essayer d'améliorer sa situation. Ainsi, le revenu de Michael était la seule source de revenus de la famille. Pour gérer ses émotions, Diana a commencé à sortir et à faire la fête de plus en plus. Très vite, cela en est arrivé au point où elle sortait presque tous les soirs et laissait la demi-sœur d'Adrian, Keona, âgée de 12 ans, s'occuper de ses frères et sœurs plus jeunes. Diana sortait aussi avec des hommes et en ramenait constamment de nouveaux à la maison. Des hommes dont Keona, âgée de 12 ans, dira plus tard qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Peu après sa séparation de Michael, Diana et les enfants ont dû vivre dans un foyer. Après avoir vécu quelque temps dans ce foyer, la mère d'Adrian a rencontré un nouvel homme, puis elle a emménagé avec lui, emmenant ses enfants avec elle. Mais la situation n'était pas bonne, car ce petit ami est rapidement devenu violent. Puis, en août 2011, la grand-mère des enfants, Judy Conway, a découvert tout ce qui se passait à la maison et elle a appelé les services de protection de l'enfance. En même temps, Judy a essayé d'obtenir la garde de ses petits-enfants. Mais le père d'Adrian et de ses sœurs, Madison et Bella, Michael Jones, est intervenu et il a décidé qu'il voulait la garde des enfants. Et comme il était leur père biologique, à la fin, il a gagné. Une fois qu'Adrian vivait avec son père, Michael, et sa nouvelle belle-mère, Heather, il a raconté à sa belle-mère que, lorsqu'il vivait avec sa mère, il y avait aussi un homme qui vivait là et qui lui faisait du mal. Peu de temps après, le petit Adrian a reçu un diagnostic d'un trouble de stress post-traumatique et un détachement émotionnel sévère. À cette époque, les enfants de Heather, qu'elle avait eus d'une relation précédente, vivaient également dans la maison avec Adrian et ses frères et sœurs.
Et bientôt, Heather et Michael ont tous les deux affirmé qu'Adrian essayait de faire du mal aux autres enfants, qui étaient toutes des filles, et qu'il sortait en cachette de sa chambre la nuit pour voler de la nourriture. Ainsi, ils ont commencé à l'immobiliser régulièrement. Puis, seulement 3 mois après qu'Adrian ait commencé à vivre avec son père et sa belle-mère, les services de protection de l'enfance ont reçu un appel concernant la sécurité des enfants. Cette fois, il s'agissait en fait de l'un des frères et sœurs d'Adrian qui vivait dans la maison, et il avait perdu 10 kilos. Il a également été signalé que Michael avait des armes à feu partout dans la maison, accessibles aux enfants. Et la belle-mère des enfants, Heather Jones, avait été vue sous l'emprise de drogue. Le rapport indiquait également qu'il n'y avait aucune nourriture dans les placards de la cuisine. Puis, seulement 1 mois plus tard, en décembre 2011, un autre appel a été passé au service de protection de l'enfance. Cette fois, il s'agissait de la chute d'un frère ou d'une sœur d'Adrian dans les escaliers, du moins c'est ce que son père et sa belle-mère ont affirmé. L'enfant avait souffert d'une hémorragie interne et de nombreuses échymoses sur le front, ce qu'un médecin confirmerait ne pas pouvoir être causé uniquement par une chute dans des escaliers recouverts de moquettes. Quand la protection de l'enfance a enquêté sur des soupçons qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, le père, Michael, a dit à une assistante sociale qu'Adrian était aussi tombé il y a environ 4 semaines et s'était ouvert la tête. Puis, lorsque l'assistante sociale a parlé avec la belle-mère des enfants, Heather, celle-ci a déclaré que Michael baissait souvent le pantalon des enfants et leur donnait la fessée, laissant des marques. Elle a également admis qu'il y avait des violences conjugales à la maison entre elle et Michael. Au cours de cette enquête, les agents des services de protection de l'enfance ont également reçu des informations de la part des policiers qui s'étaient rendus au domicile de la famille, disant qu'Adrian avait un œil au beurre noir et des échymoses sur le visage. Les frères et sœurs d'Adrian ont dit aux travailleurs sociaux que Heather emmenait souvent Adrian dans la salle de bain et qu'ils entendaient ensuite le garçon faire des bruits d'étouffement. Ces bruits étaient si horribles que les frères et sœurs croyaient qu'Adrian était en fait mort. Heather frappait aussi Adrian avec des objets comme ses propres jouets et lui donnait des coups de pied alors qu'elle portait des bottes. Selon les enfants, Michael participait aussi à cette violence envers son fils Adrian et il le mettait au coin, puis le frappait aux jambes, au ventre et aux mains. Il frappait aussi les autres enfants et quand il le faisait, les mains de Michael devenaient très rouges, d'après eux. Les enfants en âge d'aller à l'école n'y allaient pas, mais étaient plutôt instruits à la maison par leur père, Michael, dans ce qu'il appelait la Jones Academy. Les enfants avaient aussi une nounou à cette époque, et elle disait que l'école était plus axée sur le fait de leur faire des tâches ménagères et des corvées que sur leur apprentissage. La réaction des services de protection de l'enfance face à toutes ces allégations de mauvais traitement des enfants à la maison est risible. Ils ont juste fait signer à Michael un document où il promettait de protéger les enfants de toute violence et de ne jamais employer de discipline physique. Et pendant toute la durée de leur enquête, jusqu'à nouvel ordre, ils devaient tenir Heather, leur belle-mère, éloignée d'eux. Elle n'était pas autorisée à vivre dans la maison. C'est tout. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de signer un document promettant cela. Parallèlement, les enfants de Michael pouvaient rester avec lui, tandis que ceux de Heather ont été confiés à un membre de la famille car elle ne devait pas rester dans la maison. Le problème, c'est que les enfants avaient dit aux autorités que leurs 2 parents leur faisaient du mal. Pourquoi alors les enfants de Michael ont-ils pu rester avec lui s'il était aussi coupable? Et même si Heather n'était pas censé vivre avec eux, quelques mois plus tard, en janvier 2012, Michael a ouvertement admis à une assistante sociale que Heather était autorisée à venir à la maison et à y rester quand elle le voulait. Et malgré le fait qu'officiellement, le département des enfants et des familles du Kansas avait déterminé que Heather était une maltraitante d'enfants, ils n'ont pris aucune mesure pour faire respecter le document que Michael avait signé, promettant que Heather ne serait pas autorisée à entrer dans la maison. Ce qui signifie que sa promesse, sur ce même document, disant qu'il protégerait Adrian et ses frères et sœurs de tout préjudice physique, ne valait également rien. Après cela, les choses sont restées calmes dans la maison pendant un certain temps. Et puis, en septembre 2012, le placement d'Adrian et de ses frères et sœurs chez leur père a été finalisé. Mais 3 mois plus tard, en décembre, un appel a été passé au service de protection de l'enfance, signalant que la famille avait des cochons qui entraient et sortaient de la maison et que les enfants étaient frappés sur les fesses jusqu'à ce qu'ils saignent. De plus,
Même s'il y avait auparavant une ordonnance restrictive déposée par Heather contre Michael, elle vivait de nouveau dans la maison. Lorsque le père et la belle-mère d'Adrien ont été interrogés séparément au sujet des allégations de fessées, vous l'avez deviné, ils se sont rejetés la faute l'un sur l'autre. Heather affirmait que Michael ne donnait pas de fessées assez fortes pour faire saigner les enfants, mais qu'il s'agissait simplement d'un autre problème qu'avers les enfants. C'était une affection cutanée bénigne. Grâce à cette explication, les services de protection de l'enfance n'ont pris aucune mesure. Puis, environ une semaine plus tard, le petit Adrien a été admis au centre de services familiaux et d'orientation de Topeka, car il était considéré comme un danger pour lui-même. Michael a déclaré à une travailleuse lors de l'évaluation qu'Adrien mouillait son lit, volait et cachait de la nourriture, grattait les plaies sur son corps et allumait des feux, qui sont toutes des caractéristiques comportementales de réactions traumatiques chez les enfants d'âge préscolaire qui ont été ou sont victimes de maltraitance. Mais au lieu que cela soit examiné de la manière la plus responsable, Adrien a simplement été, on lui a diagnostiqué un trouble du comportement perturbateur et un problème relationnel parent-enfant. À ce moment-là, Adrien vivait avec son père depuis près d'1 an et demi. Donc, si ces réactions traumatiques étaient encore aussi graves, on pourrait penser que Michael et ou sa femme Heather auraient fait l'objet d'une enquête plus approfondie. Au début de l'année 2013, Adrien et sa famille ont déménagé à Plattsburgh dans le Missouri. Peu de temps après, les services de protection de l'enfance ont reçu un nouveau signalement de suspicion de maltraitance au sein du foyer. Ce signalement a été reçu le 4 mars 2013 et l'appelant a déclaré qu'Adrien était forcé de rester debout dans un coin pendant des heures et que son père et sa belle-mère l'oubliaient souvent. Le petit garçon avait également des verrous à l'extérieur de la porte de sa chambre et la maison était sale, avec des os de poulet, des souris et même des animaux morts dans le garage. Ce signalement a été jugé nécessiter une réponse de niveau 2 des travailleurs sociaux, indiquant une urgence de gravité moyenne liée à un risque de préjudice pour un enfant. Lorsqu'une enquêtrice des services à l'enfance a été envoyée au domicile à la suite de ces allégations, elle a interrogé Adrien, mais en présence de son père et de sa belle-mère. Donc, pendant que le garçon expliquait à l'agente qu'il était enfermé dans sa chambre, sa belle-mère Heather l'a interrompu et a donné une explication bidon en disant qu'Adrien frappait les autres enfants de la maison et que c'était sa punition. Vous savez, elle jouait simplement le rôle de la gentille et protégeait les autres enfants. Pendant que l'assistante sociale faisait cette visite à la maison, elle a remarqué que les sols étaient absolument sales. Le garage contenait des sacs avec des lapins morts et il y avait effectivement un cadenas attaché à l'extérieur de la porte de la chambre d'Adrien. À ce moment, Heather et Michael ont reconnu avoir un passé avec les services de protection de l'enfance du Kansas. Heather a tenté de faire croire que ses enfants avaient été retirés. Ce n'est pas à cause d'une faute de sa part, mais parce qu'ils étaient tombés dans les escaliers et que leurs ecchymoses avaient conduit à leur retrait. Lors d'une visite de suivi au domicile effectuée par l'assistante sociale en avril 2013, Adrien a de nouveau été interrogé, cette fois sans la présence de Michael ou Heather. Mais il n'a pas été interrogé au sujet d'éventuelles allégations de maltraitance. Cependant, il avait des ecchymoses sur la joue droite et le front que l'assistante sociale a simplement attribuées à de la saleté. 2 jours plus tard, l'assistante sociale qui s'était rendue au domicile a reçu un rapport de 7 pages du département des enfants et des familles du Kansas qui détaillait leur implication auprès de la famille, en particulier celle de Heather. Dans ce rapport, il était également mentionné un incident où Heather s'était tiré une balle dans le pied. Mais malgré cela, l'assistante sociale d'Adrien a clôturé le dossier et aucun suivi supplémentaire n'a été effectué. Cependant, ils allaient être envoyés à nouveau au domicile en juillet 2013 lorsque les services sociaux ont reçu un appel téléphonique signalant une situation de maltraitance urgente dont étaient victimes Adrien et ses frères et sœurs. Cette personne a signalé que Heather battait les enfants à coups d'objets sans aucune raison et qu'elle vendait de la méthamphétamine depuis la maison. La personne a également déclaré qu'Adrien et ses frères et sœurs étaient laissés dehors pendant de longues périodes sans surveillance et enfermés dans leur chambre. Encore une fois, cela n'a donné qu'une réponse de niveau 2 des services d'AS sociaux. L'assistante sociale qui s'est rendue au domicile cette fois-ci avait appelé la police et la police lui a dit qu'elle ne devrait jamais se rendre au domicile sans qu'il l'accompagne. Donc, accompagnée des policiers, l'assistante sociale s'est rendue au domicile où elle a interrogé Adrien
et il lui a dit que Michael et Heather lui criaient dessus tout le temps. Ensuite, il a dit que Michael lui avait donné un coup de pied à la tête, sur le dessus et à l'arrière, et qu'une fois, un os était sorti. Il a dit que son père lui donnait des coups de poing dans le ventre et que sa belle-mère le tirait par l'oreille ainsi que le jetait par terre. Au cours de cette enquête menée par les services de protection de l'enfance, il a été déterminé qu'Adrian était négligé et en danger dans la maison. Pourtant, il a tout de même été décidé qu'il ne serait pas retiré du foyer. À la place, les services sociaux ont décidé de fournir des services intensifs à domicile. Pour rendre cela encore plus insensé, Heather avait admis qu'elle avait déjà fait du mal à Adrien par le passé, qu'elle le traînait par l'oreille et le verrouillait souvent dans sa chambre. Mais selon elle, c'était uniquement parce qu'Adrien était un enfant très difficile et qu'il faisait beaucoup de crises. Donc, l'assistante sociale a apparemment cru l'histoire de la belle-mère, déterminant que le garçon avait de graves problèmes de santé mentale. Donc, il avait besoin d'un suivi psychologique et d'un nouveau médicament prescrit. Mais quelques semaines plus tard, Heather et Michael prévinrent les services sociaux de leur retour au Kansas. Et ils ne ressentaient pas le besoin qu'Adrien voie un psychiatre ou reçoive un quelconque médicament. Par conséquent, il ne leur était pas possible de remplir toutes les conditions requises pour bénéficier des services intensifs à domicile. Les assistantes sociales ont alors simplement clos le dossier en déclarant que la famille déménageait au Kansas. 10 jours plus tard, une travailleuse sociale du Missouri a signalé au service de protection de l'enfance du Kansas des inquiétudes persistantes sur la sécurité d'Adrian. Quand Michael et Heather ont été contactés par la protection de l'enfance du Kansas, il s'est avéré que la famille vivait encore dans le Missouri. Donc, tout ce que ces horribles parents ont à faire pour potentiellement sortir du radar des services de protection de l'enfance, c'est de dire qu'ils vont déménager dans un autre État ou de déménager réellement dans un autre État. Incroyable. Quelques semaines plus tard, le 21 août 2013, les services de protection de l'enfance ont reçu un nouvel appel téléphonique disant qu'Adrien était maltraité par sa belle-mère et pris pour cible. Lorsque la police et une assistante sociale se sont rendues au domicile ce même jour, Heather a essayé de leur refuser l'entrée. Et elle leur a dit qu'elle avait arrêté le traitement médicamenteux d'Adrien parce que Michael n'avait plus de couverture santé pour le garçon. Elle leur a également indiqué que Michael l'obligeait à enfermer Adrien dans sa chambre la nuit. Ensuite, Heather a nié qu'elle ou Michael ait jamais informé les services sociaux que la famille déménageait au Kansas et elle a dit à l'assistante sociale sur le moment que la famille n'avait pas besoin de leur aide. Et même si le risque pour Adrien et les autres enfants de la maison était alors jugé élevé, un dossier ne serait jamais ouvert. 2 autres appels téléphoniques seraient ensuite adressés au service de l'enfance sur la sécurité des enfants chez les Jones. Un en octobre 2013 et un en février 2014, les 2 fois rien n'a été fait. Lorsqu'une assistante sociale a contacté Michael au sujet des allégations en février, il a dit à l'agente que la famille y vivait de nouveau au Kansas. Il a également dit qu'Adrian mangeait tout ce qui lui tombait sous la main et qu'il n'avait pas d'argent pour obtenir des soins en santé mentale pour son fils. Il a également admis qu'il l'enfermait dans sa chambre la nuit pour l'éloigner des autres enfants. Ensuite, Michel a dit à une assistante sociale qu'il vaudrait mieux que son fils Adrian soit pris en charge par l'État et qu'il ne voulait plus jamais le reprendre. Maintenant, même si les services de protection de l'enfance ont de nouveau été informés par la famille qu'ils étaient retournés au Kansas, ils vivaient toujours dans le Missouri. Lorsqu'une travailleuse sociale s'est rendue au domicile, elle a trouvé Adrian avec des marques suspectes sur le menton et le front. Il a dit à l'assistante sociale qu'il avait été forcé de rester debout dans un coin pendant des heures, et qu'il avait aussi été obligé de faire des activités physiques comme des sauts avec écart et des pompes toute la journée. Lors d'une autre visite au domicile par l'assistante sociale, Adrian lui a montré des marques sur ses poignets. Et il a dit que son père lui avait scotché les bras ainsi que les jambes comme forme de punition. Mais une fois de plus, rien n'a été fait. Cependant, en mars 2014, Adrien serait finalement retiré du domicile familial, mais pas à cause d'allégations de maltraitance, mais plutôt parce que son père, Michael, avait dit qu'il ne le voulait pas. C'était un accord de placement volontaire entre Michael et Heather avec les services sociaux. Adrien serait alors envoyé au Spofford Residential Treatment Center à Kansas City, Missouri. Les dossiers médicaux que Spofford avait obtenus sur Adrian indiquaient que l'enfant avait subi de graves abus et négligences. Il présentait également des comportements qui confirmaient qu'il avait traversé un traumatisme sévère, notamment des terreurs nocturnes, l'accumulation de nourriture,
la fugue, des idées suicidaires et homicidaires, des comportements sexuels inappropriés, de l'agressivité, des violences envers les animaux et les personnes, ainsi que des incendies volontaires. Maintenant, même si Michael et Heather avaient volontairement abandonné Adrian et que les services sociaux avaient accepté ce placement, ils exigeaient toujours que les parents participent au plan de traitement d'Adrian, car il ne s'agissait pas d'un placement permanent. Ils devaient assister à la réunion initiale sur son plan de traitement, recevoir des mises à jour hebdomadaires sur son traitement et communiquer par téléphone avec Adrian. Cependant, ils n'ont fait aucune de ces choses, et Michael et Heather ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas récupérer le garçon. Cela ne semblait pourtant pas importer aux services d'aide sociaux. Et en août 2014, il a été décidé qu'une fois que Michael et Heather auraient terminé un plan de transition, qui consistait en quelques visites et nuits passées avec Adrian, ils seraient remis sous leur garde. Michael a même dit clairement aux travailleurs sociaux qu'il ne prendrait pas de rendez-vous en ambulatoire pour Adrian à sa sortie. Et il a refusé toute participation au plan de transition qu'ils avaient mis en place. Pourtant, le 4 septembre 2014, l'hôpital Spofford a laissé Adrian sortir pour le confier à son père et à sa belle-mère. Ils n'ont fait aucun suivi concernant le garçon. Un 10e appel à la ligne d'urgence a été fait aux services sociaux quelques semaines plus tard, mais il a été décidé de ne pas ouvrir de dossier. Puis, le 4 octobre 2014, Heather a envoyé un email au médecin de l'hôpital Spofford indiquant que le petit garçon recommençait à adopter les mêmes comportements qui l'avaient conduit dans l'établissement au départ. Il faisait des crises et menaçait de blesser ses sœurs. Heather a dit qu'il redevenait à nouveau ingérable. Adrian n'était toujours pas inscrit à l'école à ce moment-là. Mais face à tout cela, l'assistante sociale s'est contentée de rappeler à la belle-mère le plan de traitement d'Adrian. Et elle lui a dit que si elle et Michael ne pouvaient pas maintenir ce plan, alors peut-être que le garçon devrait être retiré du foyer. 10 jours plus tard, le département des enfants et des familles du Kansas a engagé une action pour percevoir une pension alimentaire au nom de Michael auprès de la mère biologique d'Adrian, en remboursement de l'aide sociale qui lui était fournie. La famille vivait à nouveau au Kansas et les services de protection de l'enfance ainsi que le tribunal avaient leur adresse. Entre 2014 et 2015, les services de protection de l'enfance du Kansas ont reçu plusieurs appels sur leur ligne d'urgence pour signaler des faits. Des photos d'Adrian en train d'être torturé et maltraité étaient republiées sur la page Facebook de sa belle-mère Heather. Pourtant, il semble qu'aucune mesure n'ait été prise. Il y a eu une publication le jour de Noël 2014 dans laquelle Heather disait « J'ai un psychopathe à donner gratuitement aujourd'hui. Il s'est échappé cette nuit et a détruit ma cuisine et tout ce que j'avais préparé. Je suis plus qu'en colère et il fait des tours autour de ma piscine et des pompes jusqu'à ce que je sois épuisée, à moins que quelqu'un ne veuille de lui. » Le même jour, Heather a publié un message évoquant un épisode de The Walking Dead où un personnage tire une balle à une enfant à l'arrière de la tête en lui demandant de regarder les jolies fleurs. Dans son post, Heather a dit « The Walking Dead, regarde les jolies fleurs. Ouais, je vais faire ça. » Dans une autre publication ce jour-là, Heather a écrit « Je ne peux pas lui tirer dessus, mais je peux le faire bosser à fond jusqu'à me sentir mieux. » Juste une minute plus tard, elle a fait une autre publication dans laquelle elle a dit « J'en ai tellement marre de ce gamin. La nuit dernière, il m'a poursuivi avec un couteau de cuisine pour me poignarder jusqu'à ce que j'enjambe le comptoir et que je le plaque au sol. » Dans d'autres publications, la belle-mère a parlé de la façon dont elle utilisait des ceintures en cuir, des bandages, des attelles et des menottes pour maîtriser Adrian. La contrainte par la douleur ne fonctionne pas, a-t-elle écrit. Plus tard, la police retrouvera aussi des conversations Facebook entre Heather et Michael. Et dans ces conversations, il y avait de nombreuses photos d'Adrian debout nu sous la douche avec une blessure à la bouche que Heather affirmait provenir du fait qu'il avait retiré la porte de la douche. Ensuite, il y avait plusieurs photos d'Adrian attaché à une table d'inversion, les yeux couverts par des bandages. Et il y avait de nombreuses photos montrant un gonflement important ainsi que des plaies ouvertes sur ses membres à l'endroit où les sangles avaient été placées. Dans la nuit du 25 novembre 2015, la police a été appelée au domicile, situé au 5200 99e rue à Kansas City, Kansas, à la suite d'un appel de Heather pour un différend domestique. Elle a dit à la police qu'elle s'était disputée avec Michael après lui avoir annoncé qu'elle allait partir. À ce moment-là, il l'avait attaquée, l'étranglant, la jetant contre un mur et menaçant de lui tirer dessus. Heather avait des marques sur le cou à cause de l'attaque et elle a également dit à la police qu'elle avait fouillé l'ordinateur de Michael plus tôt dans la journée et découvert qu'il avait cherché un poison inodore et incolore
ce que Michael admettra plus tard être vrai. Pendant que les autorités étaient sur place, elles ont remarqué qu'un des enfants qui était censé être à la maison manquait à l'appel, Adrian. 6 autres enfants ont été retirés et placés sous la garde de l'État. Lorsque les autorités ont demandé à Heather où se trouvait le petit Adrian, elle leur a dit qu'autour du 29 septembre, il était décédé dans leur maison et que Michael s'était débarrassé de son corps quelque part sur la propriété louée. Le lendemain, la police a découvert des restes humains correspondant à ceux d'un enfant de 7 ans dans une boîte en plastique noir conservée dans la grange. Une autopsie a ensuite confirmé que ces restes étaient bien ceux d'Adrian, décédé en septembre ou en octobre. Aucune cause de décès n'a pu être déterminée. Son père, Michael, ainsi que sa belle-mère, Heather, ont tous deux été arrêtés en lien avec sa mort. L'enquête menée par la police a révélé qu'en plus de toutes les autres formes de torture qu'Adrian avait subies, il avait aussi parfois été attaché à une luge, enfermé dans une valise, battu avec un manche à balai, privé de nourriture pendant plusieurs jours d'affilée et soumis à des décharges de taser pendant 15 à 20 secondes à la fois. Le père et la belle-mère du garçon le punissaient également en le forçant à faire des tours de piste, à rester debout les bras en l'air pendant de longues périodes, ainsi qu'à rester debout en tenant 2 torches tiki pendant des durées excessives. Parfois, Adrian devait même rester debout jusqu'au cou dans la piscine froide et sale de la famille comme forme de punition. Pourquoi fais-tu ça ? Parce que j'ai tout le temps froid quand je suis ici dehors. Donc tu manges dans les poubelles parce que tu as tout le temps froid parce que tu es dehors. À un moment donné, en août ou en septembre, le couple avait remarqué qu'Adrian était proche de la mort parce qu'il ne pouvait plus ni s'asseoir ni se tenir debout. Ils l'ont attaché à une chaise de jardin et placé dans la douche de la salle de bain principale, elle aussi modifiée. La porte en verre avait été retirée et une planche de contreplaqué avait été placée à la place. Ensuite, une serrure avait été installée pour qu'Adrien, qui ne pouvait ni s'asseoir ni se tenir debout, ne puisse pas s'échapper. Le couple a ensuite installé une petite caméra placée au-dessus de la porte de la douche et filmant l'intérieur de la douche pour garder un œil sur Adrien. Une fois que le corps du petit garçon n'a plus pu supporter le supplice et qu'il est décédé, il a été laissé dans cette cabine de douche pendant encore 2 semaines. Pendant ce temps, Heather sortait acheter des cochons que le couple affamait volontairement pendant quelques jours. Ils ont ensuite pris le corps d'Adrian et l'ont donné à manger aux animaux. Après cela, il ne restait plus que quelques-uns de ses os, y compris son crâne. Ces restes avaient été placés dans la poubelle en plastique noir de la grange. Michael et Heather avaient ensuite détruit la cabine de douche et la chaise de jardin à laquelle Adrian avait été confiné pendant les derniers mois de sa vie en les brûlant. Bien que les autorités aient tout de même pu récupérer plus tard quelques morceaux de la cabine de douche et de la chaise comme preuve, elles ont également pu saisir comme preuve le taser qui avait été utilisé sur Adrian, la valise dans laquelle il avait été placé, ainsi que plusieurs dispositifs de contention qui avaient été utilisés. Une grande partie de ces preuves a pu être recueillie parce que Heather avait volontairement livré Michael aux autorités et avait raconté aux enquêteurs une grande partie de ce qui s'était passé dans la maison. Après l'arrestation de Heather, elle avait demandé à sa propriétaire, Jen Hoovers, d'entrer chez elle pour sauvegarder des photos de ses enfants depuis l'ordinateur. Heather a donné à Jen son mot de passe Apple iCloud, et lorsque la propriétaire est entrée dans la maison louée, elle l'a trouvée complètement en désordre. Elle était jonchée de déchets, d'animaux morts et de matériel lié à la drogue. Dès que la propriétaire s'est connectée à l'ordinateur de Heather, elle s'est retrouvée face à des photos des sévices infligés à Adrian. Il y avait des photos d'Adrian attachées fermement avec des planches à découper rigides sous des bandages, l'empêchant de se pencher. Une vidéo de surveillance montrait Adrian les mains et les pieds menottés ensemble, forcé de rester debout dehors. Dans ces vidéos, Adrian semble regarder autour de lui comme s'il était surveillé. Dans l'une des vidéos, une personne non identifiée le frappe à la tête avec un manche à balai. Une autre vidéo montre l'enfant ramassant un bol avec sa bouche et essayant de manger ce qu'il y a dedans. À ce moment-là, cependant, la belle-mère entre dans le champ et semble faire la leçon à Adrien. On l'entend parler à un des autres enfants, lui disant qu'Adrien mange un bol de compote de pommes qui contient des insectes et de la saleté. Heather avait également documenté ses mauvais traitements envers Adrien et elle avait consigné des notes à ce sujet sur l'ordinateur dès 2012 États. Le propriétaire qui a découvert tout cela a immédiatement apporté les preuves à la police. Alors,
Pendant que la propriétaire Jen était dans la maison, elle a également découvert du courrier appartenant à l'oncle d'Adrien, Willie Flowers. Cela montrait qu'il vivait aussi dans la maison avec la famille depuis un certain temps, mais qu'il n'avait jamais rien fait concernant ce qui arrivait à Adrien. Judy Conway, la grand-mère maternelle d'Adrien, avait déjà tenté d'obtenir la garde d'Adrien et de ses frères et sœurs après leur retrait à leur mère. Elle a déclaré que Michael et Heather l'avaient empêché de voir les enfants pendant les 9 mois avant la mort d'Adrien. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était à Noël 2014. La grand-mère avait même contacté le département des enfants et des familles du Kansas au moins 2 fois, mais rien n'avait été fait. Judy ajouterait également que durant les derniers mois de la vie d'Adrien, les parents avaient cessé de l'appeler par son prénom et ne le désignaient plus que comme « le garçon ». En novembre 2016, Heather a plaidé coupable du chef de meurtre et elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité. Avec une peine minimale de 25 ans, elle avait plaidé coupable, même si elle insistait toujours sur le fait qu'elle s'était sentie impuissante à sauver Adrian, ainsi qu'à se sauver elle-même de son mari violent. Puis, en mars 2017, Michael Jones a également plaidé coupable du chef de meurtre et il a reçu exactement la même peine qu'Heather. La mère d'Adrian, Diana, présente lors de la condamnation de Michael, lui a dit « Je prie pour que tu souffres longtemps en prison. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je sais que tu dois souffrir pour ce que tu as fait. » En 2017, la grand-mère maternelle biologique d'Adrian, sa mère et sa sœur aînée ont toutes intenté un procès, alléguant que les 2 travailleurs sociaux du Kansas et du Missouri savaient que le garçon était torturé et aurait pu empêcher sa mort. La plainte réclamait 5 millions de dollars de dommages punitifs. Et bien que l'agence du Kansas ait soutenu qu'il était difficile de surveiller la famille parce qu'elle déménageait si souvent, elle a finalement accepté de verser 1 million de dollars à la famille du garçon en mars 2024 pour régler le procès. En 2021, la loi Adrian a été adoptée, exigeant que les agents et les travailleurs sociaux observent visuellement les enfants présumés victimes de maltraitance ou de négligence. Ce qui semble être une évidence pour laquelle il ne devrait même pas être nécessaire de faire une loi, mais une cérémonie commémorative a eu lieu pour Adrian Jones, âgé de 7 ans, le samedi 21 octobre 2016, et ses restes ont ensuite été enterrés au cimetière Oak Hill à Lawrence, au Kansas. D'accord, laissons-les partir, laissons... Partir. Ça a été difficile, comme je l'ai dit, pendant plus d'1 an et demi. J'ai été tellement impliquée dans tout ça et j'ai dû vivre avec toute l'horreur de sa mort chaque jour. Alors, avoir une journée comme aujourd'hui où on peut mettre tout ça de côté et juste se concentrer sur Adrien et utiliser sa voix pour protéger les enfants d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que c'est la chose la plus importante. Et je trouve que le fait que tout le monde se rassemble ici aujourd'hui, c'est juste incroyable. Ça montre vraiment que quand on s'unit, on peut changer les choses. Je ne veux pas qu'on se souvienne de lui pour la façon dont il est mort. Je veux qu'on se souvienne de lui pour la force qu'il avait et la voix qu'il portait. Vous savez, il s'est beaucoup défendu, vraiment, et il aurait pu abandonner après toutes les tortures et les choses horribles qu'il a subies, mais il a tenu bon pendant très longtemps. Et je veux me souvenir de sa vie, de sa force et de sa beauté. Il était tellement beau. Et donc c'est ça que nous voulons retenir, sa vie, pas sa mort. Pour moi, c'est Adrien, car il portait le poids du monde sur ses épaules, mais cela ne l'a jamais complètement abattu. Il a triomphé. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Adrien aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais dire que je n'ai pas déjà répété 100 fois? La maltraitance de ce petit garçon a duré des années et des années. Et c'est tellement scandaleux que les services de protection de l'enfance avaient tant d'informations concernant le fait qu'il était blessé chez lui, et pourtant, encore et encore, ils n'ont rien fait pour l'aider. Les travailleurs sociaux ont même rendu Adrien à ces monstres après qu'ils aient clairement fait savoir qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec le garçon. Comment autant de mauvais traitements et de négligence envers un enfant peuvent-ils simplement être ignorés? Sans parler du fait que je ne pense pas que Michael et Heather aient reçu les peines appropriées. Ils devraient purger bien plus qu'une peine de perpétuité assortie d'un minimum de 25 ans. Qu'en penses-tu de cette affaire?
Phoenix Victoria Hope Sinclair est née le 23 avril 2000 à Winnipeg, au Canada, de sa mère, Samantha Kamak, et de son père, Steve Sinclair. Elle adorait jouer de la guitare, lire, dessiner et regarder des films. Les parents de Phoenix étaient tous les deux très jeunes lorsqu'elle est née. Sa mère, Samantha, n'avait que 18 ans et son père, Stephen, seulement 19 ans, et aucun d'eux n'avait eu une bonne éducation. Ils avaient tous les deux été retirés à leurs parents quand ils étaient plus jeunes, puis placés en famille d'accueil jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge limite. Une fois cela arrivé, Samantha et Steve ont eu du mal, car ils n'avaient pas obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires et aucun d'eux n'avait de travail. Par conséquent, ils dépendaient de l'aide de l'État et il était également dit que tous les deux avaient des problèmes de dépendance. Samantha était tombée enceinte pour la première fois alors qu'elle était encore elle-même dans le système et n'avait que 16 ans. Elle avait été séparée de son bébé, qui était alors lui aussi devenu pupille de l'État. Lorsque la mère est retombée enceinte, cette fois de Phoenix, les services de protection de l'enfance sont aussitôt intervenus. Ils voulaient s'assurer que le cycle de maltraitance auquel les parents avaient été soumis ne se poursuive pas avec cet enfant. Au moment où Phoenix est née, cela a surpris beaucoup de monde. Samantha avait gardé sa grossesse secrète presque jusqu'à l'accouchement. Avant l'arrivée de la petite fille, une assistante sociale a visité Samantha et Stephen pour vérifier leur préparation à accueillir le bébé. Cependant, elle allait découvrir qu'ils n'étaient pas du tout préparés. Il n'y avait pas de berceau, pas de jouets et pas de vêtements pour le nouveau bébé. Lorsqu'on a interrogé Samantha sur son premier enfant, elle a expliqué que les services aides sociaux l'avaient retiré par crainte qu'elle le maltraite, car elle-même avait été victime de maltraitance dans son enfance. Elle a également avoué qu'elle n'avait reçu aucun suivi prénatal pendant sa première ou sa deuxième grossesse. C'était parce qu'elle avait peur des médecins et elle a déclaré qu'elle avait vu beaucoup trop de choses à la télévision, surtout concernant des médecins, surtout des hommes, qui maltraitèrent leurs patients. Samantha a aussi dit à l'assistante sociale qu'elle n'était pas prête à avoir un bébé. Il a donc été décidé que Phoenix serait confiée au service de protection de l'enfance à la naissance. Cependant, quand l'assistante sociale est arrivée à l'hôpital pour prendre la petite fille, Samantha avait changé d'avis et décidé de garder Phoenix. Après que l'assistante sociale leur ait expliqué que beaucoup de parents qui ramenaient leur nouveau-né à la maison finissaient par souhaiter l'intervention des services sociaux, Samantha et Stéphane ont choisi d'abandonner Phoenix comme prévu. Le nouveau-né a été placé en famille d'accueil d'urgence, mais ses parents pouvaient toujours lui rendre visite. Étonnamment, ils y allaient chaque semaine aussi, même si Samantha a refusé de passer une évaluation de santé mentale, ce qui était pourtant exigé par les services sociaux si les parents voulaient récupérer la garde. À 5 mois, Phoenix a été rendue à Samantha et Stéphane après leur formation sur les soins au bébé. La mère avait finalement accepté une évaluation psychologique. Mais le médecin qui a parlé avec Samantha avait seulement été chargé de déterminer si la raison pour laquelle elle montrait si peu d'émotion envers sa fille était liée à une dépression. Et il a constaté qu'elle ne l'était pas. En réalité, la raison pour laquelle elle était ainsi, c'est parce que cela faisait partie de sa personnalité. Elle était naturellement fermée. Puis, environ 1 an après la naissance de Phoenix, en avril 2001, ses parents ont eu un autre bébé, une fille nommée Echo. Elle a également été autorisée à rester sous leur garde. Peu de temps après, en juin 2000, Samantha et Stephen se sont disputés à la maison et la police a été appelée sur place. Samantha a affirmé que Stephen l'avait agressée, et cela s'est produit après qu'il ait découvert un suçon sur son cou. Elle a admis qu'elle le trompait avec son ex-petit ami, le père de son premier fils. Mais selon Stephen, ils s'étaient disputés verbalement après qu'il ait découvert que Samantha avait pris leur crédit d'impôt pour enfants et l'avait dépensé entièrement en alcool. Elle aussi buvait souvent, ce qui la rendait incontrôlable et faisait craindre à Stephen pour la sécurité de leur fille. Cependant, à la fin, c'est lui qui a été accusé d'agression. Et pendant les 2 jours suivants, alors qu'il était en prison, les filles étaient avec Samantha. Et une fois que Stephen a été libéré et qu'il est allé chercher ses filles, il a affirmé qu'Echo était sale et sentait mauvais. À cette époque, une assistante sociale a également noté que Stephen était un bon père qui s'occupait de ses enfants et jouait avec eux. 1 mois plus tard, le couple s'est officiellement séparé et Stephen a commencé à s'occuper d'Echo et Phoenix à plein temps. Selon lui, Samantha avait simplement abandonné la famille. Puis, malheureusement, le 15 juillet, la petite Echo est décédée après que Stephen l'a trouvée inanimée dans son berceau. Sa mort était due à des complications liées à une pneumonie et aucun acte criminel n'était suspecté. Après cela, Stephen a conservé la garde de Phoenix
mais il a rapidement commencé à la laisser chez ses amis, Kim Edwards et Rowan Stevenson, ou chez sa sœur Jenny. En octobre 2001, les travailleurs sociaux ont décidé de clore leur dossier concernant Phoenix, même s'ils ne l'avaient pas vu depuis quelques mois à ce moment-là. Ils sont restés absents de sa vie les années suivantes. Cela a duré jusqu'en février 2003 lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital parce qu'un morceau de polystyrène était coincé dans son nez depuis quelques mois. Elle y avait été emmenée par les amis de son père, Kim et Rowan, et le médecin craignait que Stephen ne lui donne pas les antibiotiques nécessaires. Ils ont donc contacté les services de protection de l'enfance pour signaler une possible négligence, mais rien d'autre ne serait entrepris. Quelques mois plus tard, en juin, les travailleurs sociaux ont retiré Phoenix de la garde de son père. Cela s'est produit après qu'ils ont découvert qu'une fête arrosée avait eu lieu toute la journée chez Stéphane et que la petite fille y avait assisté. Il avait donc reçu pour instruction de suivre un accompagnement pour l'alcoolisme afin de récupérer sa fille. En attendant, la garde temporaire de Phoenix a été confiée à Kim et Rowan. Quelques mois plus tard seulement, même si le père n'avait pas rempli les conditions requises, il a retrouvé la garde de sa fille. Et peu de temps après, il a recommencé à la laisser régulièrement chez ses amis et ses proches. En avril 2004, Samantha, qui n'avait pas été présente dans la vie de Phoenix depuis un certain temps, a décidé de se présenter chez Rowan, où la petite fille séjournait, pour l'emmener passer quelque temps avec elle. Selon la mère, qui essayait également de récupérer la garde de sa fille, elle avait changé de vie et les choses s'étaient de beaucoup améliorées. Elle affirmait en plus que Stéphane ne lui permettait plus de voir Phoenix. Et elle était inquiète parce qu'une des sœurs de Stéphane, qui était régulièrement auprès de la petite fille, avait été accusée d'homicide involontaire 7 ans plus tôt en lien avec un enfant dont elle avait la garde. Rowan aurait appelé Stéphane pour lui demander son accord. Si Phoenix allait rendre visite à sa mère, et il a dit que c'était d'accord tant qu'elle prévoyait de la ramener. Mais Samantha ne l'a jamais fait. Puis, près de 2 ans plus tard, en mars 2006, un petit garçon de 12 ans a informé sa mère que depuis 9 mois, son père et sa belle-mère prétendaient que la petite fille de 5 ans était encore en vie. Mais ce n'était pas le cas, car il avait en fait vu son père la battre à mort. La mère du garçon a alors appelé les autorités pour leur donner cette information. À ce moment-là, la mère de Phoenix, Samantha, était en couple avec un nouvel homme. Il s'appelait Carl Wesley McKay et il avait un long passé de violence conjugale. Il avait déjà frappé une ex-petite amie avec le pied d'un lavabo, cassé le nez de quelqu'un et menacé une autre personne avec une machette. Ses propres 2 enfants avaient également été suivis par les services de protection de l'enfance. Cela signifie que son passé était quelque chose dont les travailleurs sociaux auraient dû être conscients. C'était directement dans leur système. Pourtant, ils n'avaient jamais pris la peine de se renseigner sur ce nouvel homme qui était entré dans la vie de Samantha. Un homme avec qui elle avait eu 2 autres enfants également. C'est donc l'ancienne compagne de Carl qui avait contacté la police après que leur fils lui ait parlé du meurtre de Phoenix. Pendant des mois après que Samantha ait retiré Phoenix des soins de Rowan en avril 2004, les travailleurs sociaux affirmaient qu'ils n'avaient aucune idée d'où se trouvaient la mère et la fille. Ils n'ont repris contact avec Samantha que lorsqu'elle a demandé une aide financière pour la petite fille. À peu près à la même époque, le père de Phoenix, Stephen, a quitté la province pour s'installer en Ontario. Au moins à 2 reprises en 2005, les services de protection de l'enfance avaient reçu des appels signalant que Phoenix était maltraitée sous la garde de sa mère et que Samantha fumait également du crack en sa présence. On disait aussi que la mère ignorait régulièrement sa fille, qui avait récemment commencé à faire pipi au lit et à se toucher. Une amie de Samantha a signalé qu'un cadenas fermait la porte de la chambre et qu'elle entendait Phoenix pleurer derrière. Mais malgré ces signalements, une fois de plus, rien n'a été fait. 3 mois avant la mort de la fillette, les travailleurs sociaux avaient été appelés chez Samantha pour vérifier la situation. Quand ils sont arrivés, elle a refusé de les laisser entrer, affirmant qu'elle avait de la visite. Ainsi, l'assistante sociale n'a vu que son nouveau-né et n'a jamais posé les yeux sur Phoenix. Le dossier a été clôturé seulement quelques jours plus tard. Au cours de toute la vie de Phoenix, il y a eu 27 assistantes sociales différentes qui ont travaillé sur son dossier. Il avait également été noté auparavant que la petite fille appelait toute figure féminine de sa vie « maman », ce qui montrait qu'elle ne s'était jamais vraiment attachée à sa propre mère. Dès le tout début de la vie de Phoenix, Samantha avait été décrite comme ayant un affect plat et une indifférence envers sa fille.
Le manque de motivation et d'engagement des parents de la petite fille a été noté à plusieurs reprises. Pourtant, encore et encore, rien n'a été fait. Un travailleur social ne trouvait aucune raison immédiate de s'inquiéter et le dossier était classé. Après avoir reçu de l'ex de Carl l'information qu'il avait tué Phoenix, les autorités sont parties à la recherche de Carl et de Samantha. Quand ils les ont trouvés, le couple a essayé de faire passer un autre enfant pour Phoenix. Cela n'a cependant pas fonctionné et ils ont été emmenés au poste de police pour être interrogés. Samantha a raconté qu'elle et son petit ami étaient revenus de la maison du père de Carl le 11 juin 2005. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la petite fille allongée dans le sous-sol sans réaction. Samantha a dit qu'elle pensait que la petite s'était étouffée avec son propre vomi parce qu'avant qu'il ne quitte la maison, elle allait bien. La mère a alors admis que la veille, son petit ami Carl avait frappé la tête de Phoenix contre le sol. Donc, c'était peut-être la cause de sa mort. Elle a insisté sur le fait que lorsqu'ils avaient découvert que sa fille ne respirait plus, Carl avait pratiqué la réanimation sur elle. Cependant, cela n'a pas fonctionné. La petite fille était partie. Alors ils ont décidé d'enrouler son corps dans des sacs poubelles, puis de s'en débarrasser. Au cours de cet interrogatoire, Samantha a également avoué que parfois, elle avait frappé Phoenix sur les jambes avec un tuyau ou une barre en métal. Alors je veux que tu me parles du matin ou du jour où vous étiez à la maison quand Phoenix est décédée avant que vous n'alliez chez le père de Wes. Elle allait bien, elle respirait. D'accord, et c'est ce que tu m'as dit. Mais quand je t'ai demandé ce qui, selon toi, l'avait tuée. Oui, quand nous sommes revenus. J'ai dit qu'elle s'était étouffée avec son vomi. C'est ce que j'ai dit. On dirait qu'elle s'est peut-être étouffée avec son vomi. C'est ça. Une tache de vomi était là-bas. Mais ensuite, on a parlé de ce qui s'est passé là-bas. Oui. Et c'est là que je suis perdue. C'est le moment où tu as parlé du vomi, mais tu as aussi parlé de Phoenix qui a été jeté à travers la pièce ou jeté par terre en se cognant la tête. Oui, c'était la veille. D'accord, tu vois, c'est là que je suis perdue. Quant au jour où chaque événement s'est produit. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? La veille de sa mort. Donc, on sait qu'elle est morte le 11 juin, n'est-ce pas? Donc, le 10 juin, que s'est-il passé ce jour-là? Que lui est-il arrivé ce jour-là, ce dont tu parlais? C'est là que l'affaire a dégénéré. Elle l'a poussé puis frappé au sol. Quand ce fut au tour de Carl d'être interrogé, il a refusé d'admettre quoi que ce soit. Mais finalement, les enquêteurs ont réussi à le faire craquer et il a affirmé qu'il avait essayé de sauver Phoenix. En même temps, il a admis que la mort de Phoenix était de sa faute à lui et à Samantha. Selon lui, Samantha était une femme très méchante qui traitait sa fille comme un animal. Il a poursuivi en disant que le 11 juin Phoenix s'était mal comportée. Elle faisait beaucoup de bruit. Alors Samantha l'a mise au coin, mais elle avait quitté cet endroit. Alors Carl l'a soulevée et l'a jetée sur un sac de vêtements. Le couple est ensuite parti chez le père de Carl. Et pendant leur absence, son fils de 12 ans l'a appelé et lui a dit que Phoenix ne respirait plus. Alors, une fois rentré à la maison, le couple a pris son corps et s'en est débarrassé. Mais Samantha voulait retourner sur les lieux parce que, selon Carl, elle voulait couper la tête de Phoenix pour qu'on ne puisse pas identifier son corps. Qui est responsable ici, toi ou Samantha? Nous deux. C'est encore vous deux? Oui? Pourquoi? En quoi c'est votre faute? Explique-moi. Je ne sais pas. Elle me dit toujours de dire à ce gamin de se taire. D'accord. Ce jour-là, elle te disait de faire taire le gamin? Non, elle était en bas. Je crois qu'au début, elle était en bas. On était impliqués. D'accord. Allons voir mon père. C'est ça. Elle a mis son enfant dans le coin. C'est au sous-sol? Oui. Elle a mis son enfant au sous-sol car il refusait de se taire. Oui. Ouais. Elle est méchante. C'est vrai. Ouais. Elle a un cœur. Pas possible. Je sais qu'elle aime mes bébés. Je parie qu'elle les aime. Eh bien, elle a fait une erreur aussi. Vous avez tous deux fait des erreurs. Tu n'es pas parfait. Craig? Ouais, je dois payer pour ça.
Alors, dis-moi, explique-moi comment c'est arrivé. Je ne m'en souviens pas. Essaie de t'en souvenir pour moi, d'accord? Je ne t'entends pas et ne me souviens pas de tout ça. Je ne sais pas ce que c'est que ce bordel. Elle est sortie du coin. Ouais. Mon grand-père a jeté ses vêtements non habillés ici. Et il a dit, tu sais, écoute ta mère, j'ai dit. Alors j'y suis allé. Et puis Daniel m'a appelé. Cette fillette ne respirait plus. Oui, je sais que tu le fais. C'est ce que Daniel a dit. Il a dit à l'époque, je vais mourir. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Nous avions peur, j'imagine bien que oui. Une fois de retour à la maison, Samantha a demandé à Carl de nettoyer le sol du sous-sol et de le repeindre pour effacer toute preuve. Quelques mois plus tard, le couple allait avoir un deuxième enfant ensemble et ils continuaient à toucher les allocations destinées à Phoenix. Si on demandait où était la fillette de 5 ans, ils répondaient qu'elle était chez son père ou un autre membre de la famille. Finalement, Carl conduirait la police à l'endroit où Phoenix avait été enterrée, près de la décharge de Fisher River. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes là, debout. Nous sommes les plus légers. Juste ici. D'accord, t'as marqué un endroit. Aussi. Peux-tu marquer où d'autre ça va être? Ça. C'était parce que j'avais une petite jambe. Juste ici, maintenant. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'autre endroit? Ça pourrait être un endroit. Ouais. Alors, Ouais, parce que ça a l'air un peu plus profond à l'intérieur. Et je suis presque sûr que j'étais à peu près ici. Ouais. À quelle distance du sentier? Ce n'était pas très loin. Ici. Oui. Parce qu'il y a un autre sentier juste ici. D'accord. Et nous sommes... Ouais, je crois que c'était cet endroit ici. On a découvert que la fillette de 5 ans avait subi des fractures sur tout le corps. Beaucoup de ses blessures n'étaient pas guéries non plus, donc elle devait souffrir énormément avant sa mort. Carl et Samantha ont tous deux été inculpés de meurtre au premier degré. Le couple a été jugé à la fin de 2008 et pendant tout ce temps, ils n'ont montré aucune tristesse ni aucun remords pour ce qui était arrivé à la petite Phoenix. Le plus jeune fils de Carl a témoigné, affirmant que son père et sa mère frappaient régulièrement la petite fille. Son père lui avait aussi tiré dessus à plusieurs reprises avec un pistolet à plomb. À plusieurs reprises, il lui a tiré dessus avec un pistolet à plomb. Et il aimait jouer à un jeu appelé « Étrangler le poulet », dans lequel il étranglait Phoenix jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Souvent, elle était forcée de rester dans une pièce sombre avec une couverture sur la tête. Souvent, le fils de Carl entendait la petite fille pleurer depuis le sous-sol où elle devait dormir. Mais si le petit garçon descendait pour lui donner une couverture ou allumer le chauffage à cause du froid, il se faisait crier dessus. On privait aussi souvent Phoenix de nourriture et parfois, elle était forcée de manger son propre vomi. La situation à la maison était si terrible pour elle qu'elle ne pleurait même plus pendant les coups qu'on lui infligeait. Le jour où la fillette de 5 ans est morte, le fils de Carl a dit que son père l'avait en fait jetée partout dans le sous-sol pendant 15 bonnes minutes, tandis que Samantha regardait et riait. La nièce de Carl, qui s'appelait Allison, a déclaré qu'elle avait vu la petite fille maltraitée à la maison, mais qu'elle ne l'avait pas signalée par peur de son oncle. Elle s'était également rendue chez Carl et Samantha quelques jours après que Phoenix a été tuée. Pendant qu'elle était là, elle a vu des gouttes de sang sur les escaliers du sous-sol. Son oncle, qui se détendait habituellement, était occupé à monter et descendre ses escaliers, et Samantha était assise à son ordinateur en train de pleurer. Quand Allison leur a demandé où était Phoenix, on lui a dit qu'elle était en Ontario avec son père parce qu'elle avait été méchante. Allison Kekawash ne mâche pas ses mots au sujet de son oncle Carl Wesley McKay. Parce qu'il est méchant. Kegawash emmenait son propre bébé dans la maison que McKay louait à Fisher River. Mais sa première sortie avec Phoenix Sinclair, âgée de 5 ans, a été écourtée lorsque la petite fille a accidentellement fait tomber un autre enfant par terre. McKay a attrapé Phoenix brutalement, l'a traitée de garce et l'a jetée dans une pièce. Je ne me souviens plus s'il y avait un lit ou non. C'était une pièce sombre. La fois suivante où Kekawash a rendu visite à McKay,
Phoenix était de nouveau seule dans la pièce sombre. Et elle se tenait là, avec la couverture sur la tête. Elle était en culotte. Elle était là, me regardant. Le corps de la petite fille était couvert de marques. Je ne sais pas si c'était des bleus, des éraflures ou de la saleté. Environ une semaine plus tard, elle est retournée à la maison. C'est comme si j'avais ressenti ce mauvais pressentiment. Comme si Wesley avait tué quelqu'un. Kekawash est entrée par l'arrière, attirée par les escaliers vers le sous-sol. Qu'as-tu vu en entrant? Des gouttes de sang. Au final, Samantha et Carl ont tous deux été reconnus coupables des charges retenues contre eux, et ils ont été condamnés à la prison à vie avec une peine minimale de 25 ans. Au moment de sa condamnation, Carl a fait une déclaration dans laquelle il a présenté ses excuses à tout le monde, y compris à Phoenix. Mais il n'a pas pu terminer sa lecture car il s'est mis à pleurer de façon incontrôlable. Puis, lorsque ce fut au tour de Samantha de parler, elle a dit « Tout le monde peut dire ce qu'il veut dire, traitez-moi de ce que vous voulez. Je n'ai jamais fait ça, et je sais que Phoenix le sait. » Elle était dans le déni total et n'arrêtait pas d'insister sur le fait que son petit ami était le seul responsable de sa mort. La mère a ensuite affirmé qu'elle avait été victime de violences conjugales de la part de Carl, et qu'elle prenait souvent des coups pour que sa fille n'ait pas à les subir. Oui, d'accord madame. Puis en 2022, Samantha a en fait obtenu la permission de sortir de prison sous surveillance afin de rendre visite à sa famille et aussi de rencontrer un chef autochtone pour son développement spirituel. C'est ridicule que cela soit autorisé. Peu après la découverte du corps de Phoenix, des funérailles ont eu lieu et elle a été inhumée au cimetière Brookside à Winnipeg. 9 ans après que la petite fille ait été tuée, une enquête de 14 millions de dollars a finalement déterminé que le système de protection de l'enfance l'avait laissé tomber. Dans les mots du commissaire, Phoenix Sinclair a été laissée sans défense face à la cruauté de sa mère et à la violence sadique de son beau-père. Elle a été abandonnée par un système alerté au moins 13 fois de préoccupations concernant sa sécurité. Presque à chaque fois, les dossiers étaient ouverts puis refermés, parfois sans que les travailleurs sociaux voient jamais Phoenix. Le système de protection de l'enfance a abandonné Phoenix Sinclair. Nous regrettons profondément. Nous sommes très attristés par la perte de cet enfant. L'enquête a noté que la surcharge de travail et le manque de formation dans les services à l'enfance et à la famille de Winnipeg ont pu contribuer à sa mort. Le commissaire Ted Hughes a aussi relevé des lacunes dans la prestation des services destinés à Phoenix. Ce n'était pas un manque de compréhension des politiques, mais plutôt un manque de respect des règles et bonnes pratiques. Qu'il y avait une incompréhension fondamentale de leur rôle de protection des enfants. La mère et le beau-père ont été condamnés à perpétuité, mais aucun membre des services de l'enfance et de la famille n'a jamais été renvoyé, ni même sanctionné, et ne le sera. Je pense vraiment que quelqu'un doit être renvoyé et d'autres accusations portées, mais c'est l'enquête qui compte. La marraine de Phoenix dit trouver de l'espoir dans les 62 recommandations du rapport, dont 20 sont déjà appliquées par le gouvernement du Manitoba. Une des principales conclusions est que ce problème ne concerne pas que le Manitoba. Un nombre disproportionné d'enfants autochtones sont pris en charge par les services de protection de l'enfance à travers le pays. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Phoenix aujourd'hui. C'est insensé que les services de protection de l'enfance aient été impliqués dans la vie de cette petite fille avant même sa naissance. Et pourtant, ils l'ont quand même laissé tomber de façon aussi lamentable. Ils avaient reçu plusieurs appels concernant les mauvais traitements qu'elle subissait avant sa mort, mais ils ne l'ont jamais vue, ont classé l'affaire et ont apparemment oublié qu'elle avait jamais existé. C'est tellement triste. Que penses-tu de cette affaire ? Robert Elmore Jr. a été inculpé de meurtre passible de la peine de mort, tandis que la mère de l'enfant, Samantha McCormick, a été inculpée de meurtre commis par imprudence grave, en partie, nous dit-on, parce qu'elle a tardé à appeler le 911. Les enquêteurs nous disent que le bébé a été blessé vers 17h vendredi, mais ce n'est qu'à 19h dans cette station-service derrière moi que quelqu'un a appelé le 911. Jessie Taylor McCormick est née le 30 avril 2016 de sa mère, Samantha McCormick, et de son père, Joshua Clark. Ses jeunes frères jumeaux, Skylar et Enzo Lane McCormick, sont nés 2 ans plus tard, le 20 mars 2018.
Samantha et Joshua, les parents des enfants, se sont mariés peu après la naissance des jumeaux, puis se sont séparés 2 mois plus tard. Quand Enzo n'avait que 7 mois, en octobre 2018, sa mère a perdu sa garde et celle de ses frères et sœurs. Mais après qu'une ordonnance de protection contre les abus ait été obtenue par Samantha, contre son petit ami qui vivait actuellement avec elle, Robert Elmore Jr., celle-ci a été délivrée en mars 2019. Les enfants lui seraient rendus en juin. À ce moment-là, une ordonnance des services de protection de l'enfance interdisait à Robert d'être avec Enzo ou ses frères et sœurs. En partie parce que Samantha avait déjà déclaré qu'il avait été violent envers elle, et elle avait peur qu'il puisse lui faire du mal ou faire du mal aux enfants. Mais seulement 2 mois après qu'ils aient été rendus à la garde de Samantha, le 6 septembre 2019, vers 19h, les services d'urgence intervenaient au magasin d'alimentation et de bricolage Locust Fork sur la route 79 de l'Alabama à Locust Fork, en Alabama. Un appel avait été passé au 911 indiquant qu'il y avait un petit garçon là-bas qui était blessé. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Enzo McCormick, âgé de 18 mois inconscient, et il devenait bleu. Ils ont également remarqué qu'il avait des bosses et des ecchymoses sur le front, ainsi que les yeux injectés de sang. Samantha, la mère d'Enzo, a dit aux autorités qu'à 17h30, alors qu'elle était chez elle avec les enfants en train de manger, elle est partie utiliser la salle de bain. Samantha a ensuite dit qu'elle avait entendu un bruit qui ressemblait à quelque chose qui tombait. Lorsqu'elle est retournée dans l'autre pièce, Enzo s'étouffait et était tombé de sa chaise. Cependant, la mère a réussi à dégager sa bouche et il a arrêté de s'étouffer. Puis un peu plus tard, Samantha a remarqué qu'Enzo n'allait pas bien, alors elle a décidé de l'emmener à l'hôpital. Elle a cependant dû attendre que sa grand-mère arrive à la maison pour s'occuper de ses autres enfants. En attendant, Samantha a donné un bain à Enzo. Ensuite, une fois sa grand-mère arrivée, Samantha l'a habillé et l'a mis dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital. En route, elle s'est arrêtée faire le plein à la quincaillerie avec station-service. Samantha a informé un employé à l'intérieur que son fils s'était blessé en tombant à la maison. Le fait est que la mère n'était pas là uniquement parce qu'elle avait désespérément besoin d'essence pour aller à l'hôpital, mais elle était aussi là pour acheter un paquet de cigarettes pendant qu'Enzo était en grande détresse à l'arrière de son véhicule. Lorsque l'employé s'est approché de la voiture de Samantha, il a remarqué qu'Enzo était inerte, alors il a appelé le 911. Cet employé était également la sœur du petit ami de Samantha, Heather Elmore. Enzo a été amené à la caserne de pompiers de Locust Fork, où un transport aérien l'attendait pour le conduire en urgence à l'hôpital pour enfants de Birmingham. Une fois sur place, le tout petit est resté sous respirateur pendant 3 jours, jusqu'au 9 septembre 2019, moment où les médecins ont déterminé qu'il n'avait plus d'activité cérébrale et qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Enzo est décédé ce jour-là. Le petit garçon avait une fracture du crâne et une lésion cérébrale interne, probablement causée par des secousses violentes. À son arrivée à l'hôpital, il était en état de choc et n'avait pratiquement aucune fonction cérébrale. Les médecins ont presque immédiatement informé les forces de l'ordre que ces blessures n'étaient pas compatibles avec l'histoire de Samantha. Elles avaient été causées intentionnellement et par un adulte. Lorsque les premiers intervenants attendirent le transport aérien pour Enzo, le petit ami de sa mère, Robert Elmore, ainsi que ses parents et les frères et sœurs d'Enzo, sont arrivés sur les lieux. Robert a dit qu'il avait reçu un message de Samantha disant que le petit garçon était malade. Il a déclaré être allé chez la grand-mère de Samantha pour récupérer les enfants, bien qu'il n'ait pas le droit d'aller chez Samantha. Mais quand Robert a été interrogé plus en détail, il n'a pas pu fournir l'adresse ou le numéro de téléphone de la grand-mère. Les autorités sont allées à la maison où Samantha disait qu'Enzo était tombé, mais ont découvert qu'elle n'y vivait pas et n'y était jamais allée. C'est alors que la mère a admis qu'elle vivait en réalité avec son petit ami Robert à Langingham Road à Cleveland. Les enquêteurs s'y sont donc rendus pour sécuriser les lieux à la place. Les services de protection de l'enfance ont aussi contrôlé l'état des frères et sœurs d'Enzo et les ont conduits à l'hôpital pour examen. Cela n'était pas seulement dû au fait que les blessures d'Enzo étaient très suspectes, mais aussi au fait que le petit garçon avait été amené à l'hôpital dans un sac à pizza. Lorsque les autres enfants ont été examinés par les médecins, aucune blessure n'a été trouvée sur la sœur jumelle d'Enzo. Cependant, son grand frère Jesse avait des ecchymoses sous le menton et derrière les oreilles. Il avait également une fracture du crâne similaire à celle de son petit frère. Les enfants seront alors confiés au service de protection de l'enfance. La police, bien sûr, voulait maintenant parler à Robert, surtout puisqu'ils savaient qu'il vivait avec eux. Et Robert allait donner plusieurs versions de ce qui s'était passé ce jour-là.
Lors de son premier interrogatoire, il a complètement nié avoir fait du mal à Enzo. Lors d'un deuxième interrogatoire, il a affirmé que le garçon était tombé accidentellement alors qu'il le sortait de son parc. Enzo s'était alors cogné la tête contre le sol et n'avait plus réagi. Alors Robert l'a pris dans ses bras et l'a secoué pour voir s'il allait bien. Robert a ensuite envoyé un message à Samantha qui lui a demandé d'attendre son retour du travail. Aucun d'eux n'a appelé le 911, mais Robert a également admis qu'il n'avait pas dit toute la vérité à Samantha sur ce qui était arrivé à Enzo parce qu'il avait peur qu'elle se fâche contre lui. Selon Robert, il avait surveillé les enfants ce jour-là et d'autres jours aussi parce qu'il avait récemment perdu son emploi. Ensuite, lors de sa seconde déposition, Samantha a reconnu avoir menti à la police par crainte de voir ses autres enfants de nouveau retirés par les services de protection de l'enfance. Elle a déclaré qu'après être rentrée, alors que Robert gardait les enfants, Enzo saignait de la bouche. Elle a alors pris une glace à l'eau pour sa coupure. Peu de temps après, Enzo a perdu connaissance. Alors Samantha a pris une douche avec lui pour essayer de le ranimer. Comme il ne reprenait pas connaissance, elle l'a emmené en voiture à la station-service. Lorsque Robert a été interrogé une troisième fois, il avait encore une autre version à raconter. Il disait maintenant qu'il s'était mis en colère contre le petit de 18 mois et qu'il avait perdu son sang-froid après qu'Enzo lui ait arraché quelques poils de la poitrine. Robert a alors laissé tomber le tout petit, qui s'est cogné la tête contre le lit, parapluie et le sol. Quand Robert s'est rendu compte qu'Enzo ne réagissait pas, il l'a secoué pour essayer de le réveiller, puis il a envoyé un message à Samantha. Un message que Robert avait envoyé à Samantha à 17h41. Ce jour-là disait qu'Enzo ne respire pas bien, il est mou et presque bleu. Pourtant, aucun d'eux n'a pensé qu'il était approprié à ce moment-là d'appeler le 911. Samantha McCormick, 24 ans, et son compagnon Robert Elmore Jr., 28 ans, ont tous deux été arrêtés. Inculpés pour la mort d'Enzo, ils sont placés en détention sans possibilité de libération sous caution. Au début, Samantha avait été inculpée d'agression imprudente au premier degré et Robert de tentative de meurtre, mais ils ont tous les deux été ensuite inculpés de meurtre passible de la peine capitale. Pendant qu'ils attendaient leur procès, le père d'Enzo et de ses frères et sœurs, Joshua Clark, a déposé une demande et obtenu la garde des deux autres enfants. Puis, le 18 janvier 2023, des policiers ont été appelés au Centre médical régional du nord-est de l'Alabama pour un cas suspecté de CA. À leur arrivée, ils ont vu le personnel médical soigner Jesse, un garçon de 6 ans inconscient et couvert d'ecchymose sur tout le corps. Le petit garçon a été transféré à l'hôpital pour enfants de l'Alabama avec des blessures graves et maintenu artificiellement en vie. Cependant, elle serait arrêtée 2 jours plus tard, le 20 janvier 2023, et Jesse décéderait. Il souffrait d'une fracture du crâne avec saignement et gonflement sous le cuir chevelu. Il avait également des ecchymoses derrière les oreilles qui seraient apparues quelques heures après qu'il ait subi sa fracture du crâne. Le décès de Jesse a été attribué à un traumatisme contondant et qualifié d'homicide. Son père, Josué, qui avait actuellement sa garde, a été interrogé par les détectives et il leur a dit qu'il était rentré du travail après une longue journée stressante pour s'allonger sur le canapé et faire une sieste. Le père a été réveillé plus tard lorsque Jesse et un autre enfant ont commencé à se battre. Alors Josué a décidé de punir son fils en lui faisant tenir une paire de bottes de combat contre son flanc. Mais Jesse a commencé à défier son père et à lui répondre. Cela a mis Josué en colère, alors il l'a frappé avec une ceinture. Une seule fois cependant. Ne croyant pas cette histoire, les autorités ont davantage interrogé Josué et il a admis l'avoir frappé plusieurs fois avec une ceinture. En réalité, Jesse avait en fait été battu à mort par une combinaison de coups de ceinture et des mains de son père. La compagne de Josué donnait le bain à sa fille et s'apprêtait à se doucher quand elle a entendu Josué discipliner son fils. Elle savait qu'il le frappait avec une ceinture, mais elle n'a commencé à s'inquiéter que lorsqu'elle a entendu le petit garçon arrêter complètement de pleurer. Quand elle est sortie de la pièce pour voir ce qui n'allait pas, elle a vu que Josué tenait Jesse dans ses bras et que le petit garçon semblait faire une crise. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Finalement, Josué serait inculpé de meurtre passible de la peine de mort en lien avec la mort de Jesse. La mère du petit garçon, qui attendait toujours son procès en lien avec le meurtre d'Enzo, a demandé à être libérée de prison pour pouvoir assister aux funérailles de Jesse. Cependant, un juge a rejeté sa demande. Puis, en octobre 2023, en lien avec le meurtre d'Enzo, Robert Elmore a été reconnu coupable de meurtre passible de la peine capitale. Il a également été reconnu coupable de maltraitance aggravée envers Jesse, remontant à 2019,
Robert a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Puis, en juillet 2024, la mère d'Enzo et Jessie, Samantha, a plaidé coupable d'un chef de meurtre commis lors de maltraitance sur enfant. Elle a été condamnée à 25 ans de prison. Le père des garçons, Joshua Clark, attend toujours son procès. Après la mort de Jessie, le système scolaire du comté de Calhoun a collecté des fonds pour aider à payer les pierres tombales pour lui et son frère Enzo. Les funérailles d'Enzo ont eu lieu le 17 septembre 2019 au cimetière Edgemont à Anniston, en Alabama. Une cérémonie d'hommage a été organisée pour son frère, Jesse McCormick, le 27 janvier 2023 à la maison funéraire Anniston Memorial. Il a ensuite été enterré à côté d'Enzo au cimetière Edgemont. Eh bien, merci d'avoir écouté les histoires d'Enzo et de Jessie aujourd'hui. C'est fou. Les deux frères et sœurs ont été tués à des années d'intervalle, mais d'une manière très similaire, en étant battus à mort. On pourrait penser que leur père, Joshua, après avoir déjà perdu un enfant à cause de maltraitance, ferait tout ce qu'il peut pour protéger ses enfants restants, et non pas faire subir à l'un d'eux le même sort horrible. Merci à tous les mécènes de A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Vous accéderez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite ? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruthcrime@gmail.com.